Sous un croissant de lune, la sombre forêt marécageuse s'étend au pied d'une haute montagne où se profile la silhouette d'un dragon massif. Le sol sinistre de la forêt est humide, parsemé de bois en décomposition et de spores lumineuses flottantes. Sur un grand arbre, une petite masse jaune brillante est agrippée à l'écorce. Soudain, la masse jaune ouvre deux grands yeux bulbeux et regarde autour d'elle, désorientée. Il se souvient de sa vie passée en tant qu'humain, faisant défiler son téléphone dans son lit. Il lisait un manga appelé La légende des champignons, se demandant pourquoi il n'était pas populaire avant de s'endormir et de mourir. De retour dans la forêt, il réalise qu'il a été réincarné. Son corps jaune et épineux tremble sous le choc. Il se calme rapidement, acceptant cela comme un thème narratif commun, et décide d'inspecter les environs pour survivre. Il appelle dans la forêt brumeuse, demandant s'il y a quelqu'un, mais regrette le bruit en remarquant des yeux rouges menaçants briller dans l'ombre au-dessus. Il voit des moustiques géants au-dessus de l'éau du marécage et note le miasme et l'humidité inconfortable de la zone. Malgré l'environnement répugnant, il se sent étrangement à l'aise et confortable physiquement. Il se demande en quoi il s'est transformé exactement, se sentant comme un étrange amas de matière. Soudain, une fenêtre de système holographique s'ouvre devant lui. L'écran affiche son statut. Niveau 1, Mixomycète avec le haut fait créature faible et le trait décomposeur. Une alerte rouge l'avertit que sa santé est critique à juillet 2030, et que l'autophagie a commencé, lui ordonnant de manger ou d'hiberner immédiatement. Le Mixomycète panique alors que sa santé diminue, réalisant qu'il mourra à nouveau s'il ne mange pas bientôt. Il cherche frénétiquement de la nourriture pour empêcher sa santé de chuter. Son écran de statut met en évidence son trait de décomposeur et répète l'avertissement de manger ou d'hiberner. Réalisant qu'il est un décomposeur, il se dit qu'il peut manger le bois sur lequel il se trouve et décide d'essayer. Il étend son corps jaune contre la surface, et celui-ci s'enroule naturellement autour du bois. À sa surprise, ça a le goût d'un biscuit détrempé. Pendant 15 minutes, son corps s'étend comme une toile sur l'écorce, faisant des bruits de déglutition en mangeant. Enfin rassasié, il rote. Une alerte système indique qu'il est maintenant niveau 2 avec une santé restaurée à 35, mais qu'il ne peut plus gagner des XP avec du bois mort pendant 1 heure. Il reçoit aussi un point de compétence et doit choisir entre améliorer décomposition ou pulsation. Incertain de ce que fait pulsation mais prêt à expérimenter, il lui attribue le point. La compétence passe au niveau 3, et ses veines jaunes commencent immédiatement à palpiter. Il réalise que pulsation lui permet de déplacer son protoplasme interne. Il s'émerveille que la connaissance du mouvement soit apparue dans son esprit, même sans cerveau. Comme le bois n'offre plus d'avantages, il décide de descendre et d'explorer. Il étire son corps gluant le long de la bûche, appréciant la sensation magique de changer de forme à volonté. Alors qu'il pend, il aperçoit un grand champignon violet poussant sur le sol. Alors qu'un humain pourrait en mourir, ses instincts de slim lui disent que ce champignon est un mets de choix. Il glisse sur le sol, se concentrant sur le chemin le plus court vers son repas. Malgré leur lenteur, les Mixomycètes sont d'efficaces éclaireurs, meilleurs pour optimiser les trajets que les ingénieurs humains. Le Mixomycète s'approche silencieusement d'un grand champignon violet, dont la tige est couverte d'étranges taches rouges. Utilisant ses nouvelles compétences de mouvement, il enroule lentement ses vrilles jaunes autour de la tige et grimpe vers le haut. Il atteint le chapeau du champignon et étend son corps dessus, prêt à se régaler. En mangeant le champignon, il a l'hallucination d'être dans un café. Il se voit approcher une femme aux cheveux roses. Son rendez-vous en ligne, qu'il appelle Petit Champignon Pur. La femme, qui lui tourne le dos, lui demande s'il est l'homme qu'elle attendait. Dans ce fantasme, le protagoniste apparaît comme un homme en costume avec une tête de slim, confirmant son identité avec confiance. Le fantasme devient un cauchemar lorsque la femme se retourne. C'est un monstre terrifiant avec de multiples yeux et une bouche baveuse qui lui fait signe d'approcher. Il crie, terrifié d'avoir été trompé par une femme toxique. De retour à la réalité, une alerte rouge du système prévient d'une invasion de toxines. Le poison consomme rapidement ses nutriments. Il panique, réalisant que le champignon est vénéneux alors qu'il voit ses points de vie chuter continuellement. Réfléchissant vite, il arrache la partie de son corps attachée au champignon pour arrêter la propagation de la toxine. Ça marche. Le système confirme que la toxine est éliminée, mais il a perdu de la masse corporelle et sa santé maximale a chuté de façon permanente à 17. Soulagé mais frustré, il regarde le champignon endommagé. Il décide de le laisser pour le moment. Il s'esquive en se disant que le général Slim ne fait que battre en retraite pour mieux combattre plus tard. Désespéré de récupérer sa santé perdue, il trouve une souche sûre et commence à manger le bois. Après 15 minutes à se nourrir, le système indique qu'il n'a gagné aucun XP à cause de la limite de temps, mais sa santé est entièrement restaurée. Il rote, se sentant satisfait et en sécurité. Entièrement rétabli et plein d'énergie, il s'assoit au sommet du bois mort. Il commence sa nouvelle stratégie pour affaiblir lentement l'ennemi. La tactique consiste à manger un peu du champignon vénéneux, se replier sur le bois pour guérir avant que la toxine ne le tue, et répéter le cycle. Il s'approche à nouveau du champignon, appelant cette guerre d'usure projet déplacer la montagne. Avec une détermination renouvelée, il enroule son corps autour du pied du champignon, confiant qu'avec assez de temps, il pourra le consommer entièrement. Alors qu'il répète le processus, il a de nouveau une hallucination. Cette fois,
La femme toxique représentant le champignon a l'air épuisée. Il lui passe les menottes au poignet. Apparaissant comme un homme en costume, il la nargue. Il note que c'est leur 8e rencontre et lui demande si elle va abandonner. De retour dans la réalité, le champignon n'est plus qu'une souche ratatinée alors qu'il finit d'en manger le reste. Une fenêtre système confirme son succès, lui octroyant des points d'expérience. Il acquiert également une nouvelle compétence, résistance au poison niveau 1. Il réalise que cette nouvelle résistance lui a permis de tolérer le poison plus longtemps pendant ses tentatives. Cependant, il est déçu de ne pas être monté de niveau, car il s'attendait à une expérience significative en conquérant le champignon. Secouant sa déception, il voit de nombreux autres champignons étranges qui l'attendent. Il décide de simplement continuer à se frayer un chemin en mangeant à travers la forêt. Le protagoniste continue son festin en mangeant un champignon volvert. La décomposition réussie le fait passer au niveau 3, et il note que le champignon est sans danger. Voulant plus de pouvoir, il mange un dangereux champignon aconite. Le repas toxique et épicé le fait passer au niveau 4 et améliore sa résistance au poison au niveau 2. Insatisfait des cibles uniques, il recouvre une énorme grappe de champignons blancs, déclarant qu'ils deviendront tous ses nutriments. Après avoir mangé la masse, il atteint le niveau 5 et sa santé maximale atteint 79. Le système l'avertit qu'il a atteint un point de saturation et ne gagnera plus d'expérience avec les champignons pendant 24 heures. Rassasié et satisfait, il rote et emballe les champignons restants sur son dos pour les emporter avec lui. Il parcourt la forêt avec des champignons vénéneux colorés sur son corps visqueux, fredonnant qu'ils sont à la fois des rations d'urgence et une armure. Il compare sa stratégie à un crabe utilisant des anémones de mer pour se protéger, croyant que son déguisement de génie effraiera tous les monstres qui pourraient le manger. Soudain, le vent se lève. Un essaim de frelons géants bourdonne au-dessus de sa tête, transportant de gros morceaux de viande rouge. Le protagoniste se cache dans les hautes herbes, espérant que son camouflage vénéneux fonctionne et que les insectes terrifiants ne le remarqueront pas. Alors qu'un frelon vole bas avec sa prise, une langue massive jaillit de l'ombre, attrapant l'insecte en plein vol. Une grenouille verte géante est assise sur une bûche, mâchant le frelon. Le protagoniste se fiche de peur, réalisant qu'un autre prédateur mortel est entré dans la zone. Cependant, l'attaque de la grenouille provoque l'essaim. Les frelons géants lâchent leur nourriture et plongent pour attaquer la grenouille. Depuis sa cachette dans l'herbe, le protagoniste observe le chaos. La grenouille est rapidement submergée par le nombre écrasant d'insectes. Un frelon enfonce son dard dans l'arrière-train de la grenouille, tandis qu'un autre s'accroche à sa tête avec ses mandibules pour une morsure vicieuse. Le protagoniste observe la bataille depuis l'herbe, analysant qu'un seul frelon est plus faible que la grenouille, mais que le nombre écrasant de l'essaim comble l'écart de puissance. Sa peur se transforme en opportunisme alors qu'il se cache, se demandant s'il peut récupérer les restes. Il se dit que les cadavres de monstres donneraient bien plus d'expérience que le bois et les champignons qu'il a mangés jusqu'à présent. Les frelons grouillent sur la grenouille verte géante, la piquant et la mordant sans relâche. Dans un geste désespéré pour survivre, la gorge de la grenouille s'illumine de violet. Elle déchaîne une compétence appelée langue renforcée, empalant plusieurs frelons en plein vol avec une grande vitesse. Cependant, la contre-attaque n'est pas suffisante. D'autres frelons s'accrochent à la mâchoire de la grenouille, y enfonçant leurs mandibules alors qu'elle coasse d'agonie. Le protagoniste continue des pieds depuis l'herbe, témoin de la brutalité de la nature. Soudain, une ombre immense s'abat sur la grenouille posée sur la bûche. La grenouille lève les yeux, confuse, émettant à peine un son. Avant qu'un prédateur ne frappe à une vitesse aveuglante, éclaboussant violemment le sang dans les airs, un oiseau colossal aux plumes rougeâtres et avec un serpent en guise de queue est révélé, ayant facilement attrapé la grenouille avec ses serres et sa queue. La créature terrifiante baisse la tête, son œil rougeoyant fixant le protagoniste tremblant, perçant son déguisement de champignon. Démoralisé par les monstres mortels, le protagoniste abandonne, invitant sarcastiquement l'oiseau à le manger tout en se plaignant que ce jeu est déséquilibré. Le reflet du protagoniste est visible dans l'immense pupille de l'oiseau, soulignant à quel point il est minuscule par rapport à ce prédateur alpha. L'oiseau penche la tête, se désintéressant de la petite masse peu appétissante, et s'élance du sol avec une grande force pour prendre son envol. Le vent provoqué par le décollage de l'oiseau est si puissant qu'il projette le protagoniste au loin. Il dégringole dans les airs, subissant 30 points de dégâts alors que son camouflage de champignons est dispersé. La forêt retrouve lentement son silence alors que les feuilles se posent, la menace massive ayant disparu. Sous le croissant de lune, le vaste paysage de montagnes et de forêt semble paisible mais d'une taille intimidante. Le protagoniste atterrit sur une bûche avec les quelques champignons qui lui restent, frissonnant de son expérience de mort imminente. Il analyse sa place dans cette hiérarchie cruelle, imaginant une chaîne alimentaire avec l'oiseau géant au sommet. En dessous se trouvent les bêtes, les animaux et les insectes. Il réalise qu'il est tout en bas, même en dessous des plantes, au même niveau que la terre. Cependant, il comprend que c'est ce statut inférieur qui l'a sauvé. L'écart de puissance entre lui et le monstre était si grand qu'il n'était même pas considéré comme de la nourriture, ce qui lui a sauvé la vie. Il ouvre sa fenêtre de statut. Il est un mixomycète de niveau 5 avec 79 points de vie, 13 points de compétences non dépensées et des compétences améliorées. Décomposition, niveau 6. Pulsation, niveau 3,
et résistance au poison, niveau 2. Malgré sa croissance rapide, il se sent découragé. Après avoir gagné 4 niveaux en une nuit, son titre est toujours créature faible, et rien n'a fondamentalement changé. Il s'interroge sur son avenir, se demandant comment un simple Mixomycète peut survivre dans un environnement aussi dangereux. Accablé par l'épuisement, il soupire, souhaitant que tout cela ne soit qu'un rêve et qu'il puisse se réveiller en sécurité dans son lit. La nuit finit par passer, et le soleil matinal perce à travers la canopée de la forêt. Soudain, un liquide vert et visqueux s'écoule du chapeau rouge du champignon au-dessus, atterrissant directement sur le Slim qui ne se doute de rien. La substance agit comme un acide puissant qui grésille contre le corps jaune du protagoniste, faisant apparaître continuellement des indicateurs de dégâts alors qu'il crie de douleur. Désespéré d'échapper à la sensation de brûlure, il déclenche une nouvelle compétence appelée explosion qui stimule instantanément son cytoplasme interne pour générer une puissante poussée. La force de la compétence le propulse violemment loin de la bûche, éparpillant sa collection de champignons partout alors qu'il s'écrase au sol. Il se rétablit rapidement et se retourne pour identifier son agresseur, repérant un gros escargot blanc à la coquille rouge se déplaçant lentement sur le bois. L'escargot ignore l'agitation et crache un jet de liqueur acide sur un champignon voisin. L'acide agit instantanément, dissolvant le champignon en une bouillie verdâtre. L'escargot aspire joyeusement le repas liquéfié tandis que le protagoniste regarde avec dégoût, le traitant d'écargot puant. L'escargot finit de manger et lève la tête, ses pédoncules oculaires tressaillant en remarquant le Mixomycète en colère. Le protagoniste est furieux, pensant que si voler de la nourriture est agaçant, lui faire couler de la salive acide sur le visage et le défigurer presque est totalement impardonnable. Cependant, l'escargot se contente de le regarder avec de grands yeux innocents et pousse un cri pitoyable, se faisant passer pour inoffensif. Le protagoniste essaie de contenir sa colère, disant à la créature de ne pas jouer la victime ou d'essayer de le manipuler avec sa mignonnerie. L'escargot s'affaisse à côté d'un champignon, l'air incroyablement abattu et continuant de gémir tristement. En voyant la créature avoir l'air si pathétique, la colère du protagoniste commence à s'estomper. Il se dit qu'ils sont tous les deux des compagnons d'infortune au bas de la chaîne alimentaire, errant dans le monde en essayant de trouver quelque chose à manger. Il se demande s'il n'est pas trop dur avec l'animal. Poussant un soupir, il décide de laisser tomber. Il dit à l'escargot qu'il ne va pas lui compliquer la vie et qu'il peut manger, car il y a plein de champignons à partager. L'escargot se redresse immédiatement, jubilant joyeusement de cette permission. Alors que l'escargot acide aspire joyeusement le champignon liquéfié, le protagoniste observe et commence à laisser son imagination vagabonder. Il se demande si cette situation n'est pas le cliché classique de l'amitié née d'un combat, que l'on trouve dans les mangas shonen. Il commence à fantasmer sur un avenir où ils formeraient un groupe combinant leurs forces pour augmenter leurs chances de survie. Son délire s'intensifie jusqu'à les imaginer évoluer ensemble en de puissants guerriers humanoïdes, et finalement se tenir côte à côte pour vaincre un grand roi démon grâce à la force de leur lien. Convaincu que les compagnons sont indispensables à la survie, il décide d'agir. Il s'approche de l'escargot blanc et lui propose une alliance. Comme ils sont tous deux des monstres de bas niveau, il suggère qu'ils fassent équipe et veillent l'un sur l'autre, promettant de s'assurer que l'escargot ait plein de champignons à manger. L'escargot répond par un son mignon, mais au lieu de lui serrer la main, il vomit soudainement un énorme jet de bile acide et jaune directement sur le protagoniste. L'attaque prend le Mixomycète complètement au dépourvu. Il subit 12 points de dégâts, ce qui fait tomber sa santé à 62. Se tordant de douleur, il réalise durement que son fantasme était stupide. Les monstres de ce monde ne se soucient pas des sentiments ou de l'amitié. Il n'y a que la relation simple et brutale de manger ou d'être mangé. Admettant qu'il a été dupé par l'apparence pitoyable de l'escargot et réalisant qu'il est plus fort que lui, le protagoniste décide de fuir pendant que la créature est momentanément occupée à manger son vomi. Cependant, l'escargot acide lève la tête, remarquant que sa proie essaie de partir. Il se retourne immédiatement et commence à le poursuivre, refusant de laisser le Slim s'échapper. Désespéré de survivre, le protagoniste dépense ses points de compétence restants pour améliorer sa compétence de pulsation du niveau 3 au niveau 4. Hurlant qu'il utilise sa pleine puissance, il s'élance avec une vitesse retrouvée. Les deux créatures lentes s'engagent dans une course-poursuite à grande vitesse sur la bûche. À la grande frustration du protagoniste, il réalise que même avec son amélioration, l'escargot puant égale parfaitement sa vitesse. L'escargot acide prépare sa prochaine attaque, son corps se convulsant tandis qu'il accumule de la pression. Soudain, il crache une énorme masse de fluide corrosif, activant sa compétence, liqueur acide. L'attaque frappe le protagoniste avec une précision dévastatrice, brûlant son corps jaune et infligeant 27 points de dégâts massifs, le divisant physiquement en deux flaques distinctes. Sonné et divisé, le protagoniste se demande momentanément si sa conscience reste automatiquement dans la plus grande moitié de son corps séparé, mais il écarte rapidement cette pensée philosophique, la situation étant bien trop critique pour de telles distractions. L'escargot le surplombe, poussant un cri terrifiant en ouvrant une bouche remplie de dents acérées comme des rasoirs, ressemblant à un monstre complètement différent de la créature mignonne qu'il prétendait être. Sans hésitation, l'escargot plonge son visage dans la flaque de Slim et commence à dévorer le protagoniste. Alors qu'il est en train d'être mangé,
le protagoniste décide de supporter la douleur, se disant qu'il doit survivre à ce moment pour se venger plus tard. L'escargot avale une bouchée du slime jaune et s'arrête un instant. Cependant, ses yeux se mettent immédiatement à briller d'une lueur rouge menaçante, indiquant qu'il n'a pas fini et a l'intention de le dévorer entièrement. Dans un geste désespéré, le protagoniste enroule secrètement un tentacule autour de la tige d'un champignon vénéneux violet se trouvant à proximité. Alors que l'escargot s'élance, la bouche grande ouverte pour prendre une autre bouchée, le protagoniste active sa compétence d'explosion. Utilisant la propulsion soudaine, il enfonce le champignon vénéneux directement dans la gueule béante de l'escargot. L'escargot mord dans le champignon toxique. L'effet est instantané. Des veines violettes se gonflent sur la peau blanche de l'escargot alors que le poison inonde son système. Il se tord d'agonie, écumant de la bouche tandis que la toxine le détruit de l'intérieur. Finalement, l'énorme escargot s'effondre, mort. Le système notifie au protagoniste que la cible a été vaincue, lui octroyant assez de points d'expérience pour passer du niveau 5 au niveau 6. Reprenant son souffle, le protagoniste explique sa stratégie gagnante. Il avait remarqué que l'escargot utilisait toujours de l'acide pour faire fondre les champignons avant de les manger. Il en a déduit que c'était parce que l'escargot n'avait aucune résistance au poison et ne pouvait pas les manger crus. En lui enfonçant le champignon vénéneux cru dans la gorge, il a exploité sa faiblesse fatale. Le Myxomycète rit à côté du cadavre de l'escargot acide, célébrant sa première victoire contre un monstre dans ce nouveau monde. Curieux de connaître les récompenses pour la décomposition d'un monstre, il glisse son corps jaune sur la chair blanche de l'escargot. Cependant, il recule rapidement, trouvant la chair de l'escargot collante et dégoûtante. Il se dit de la traiter comme du bœuf ou de la cuisine française et active sa compétence de dissolution pour commencer. Mais au moment où il y goûte, il est horrifié. Il hurle intérieurement que c'est affreux, avec un goût salé et acide et une texture de morve épaisse. L'expérience est si horrible qu'il s'arrête. Une fenêtre système annonce que la décomposition a échoué et qu'aucun point d'expérience n'a été gagné. Il regarde le cadavre, l'air partagé. Il envisage de le jeter, mais pense que ce serait gaspiller une victoire pour laquelle il a risqué sa vie. Il se rappelle qu'il doit devenir plus fort rapidement et qu'il ne peut pas se permettre d'être difficile sur la nourriture. Il décide de l'endurer, se pinçant le nez au sens figuré, bien qu'il note qu'il n'en a pas, et se force à avaler ce repas infect. La forêt se remplit de ses hauts le cœur alors qu'il lutte pour garder cette nourriture dégoûtante, ressemblant à une masse de slime qui bug. Il se force à continuer, mangeant la chair de l'escargot avec quelques champignons à proximité. Quand il a enfin terminé, le système annonce que la décomposition est achevée. Il gagne assez d'expérience pour passer du niveau 6 à 7, et son corps récupère. Malgré ce qu'affirme le système, il se sent horriblement mal. Il gît dans une flaque fondue près de la coquille rouge vide, se sentant pire qu'avant d'avoir mangé. Il vérifie son écran de statut. Il a 1,4 points de compétences, et ses compétences sont décomposition niveau 6, pulsation niveau 3, résistance au poison niveau 3, et explosion niveau 1. Il analyse ce que ces compétences signifient en pratique, assimilant la décomposition au simple fait de manger. Il traduit cyniquement ses autres compétences. Pulsation, c'est s'enfuir. Résistance au poison, c'est se faire tabasser, et explosion, c'est aussi s'enfuir. Le slime accepte sa réalité, se disant que se plaindre est inutile pour son espèce. Il imagine de puissants prédateurs de la forêt, comme le frelon géant, comme des géants musclés. Il se dit qu'avec ses faibles statistiques, il ne pourrait pas les provoquer même s'il avait des compétences d'attaque. Se concentrant sur la survie, il décide d'améliorer à nouveau sa compétence de pulsation. La compétence passe au niveau 4, et il teste avec impatience à quel point il est devenu plus rapide. Il pousse son corps de slime aussi vite que possible, mesurant son déplacement sur le bois. Il découvre que sa nouvelle vitesse de pointe est de 20 cm par seconde. Cependant, quand il calcule que cela ne représente que 0,78 km par heure, il désespère, réalisant qu'il est toujours incroyablement lent malgré ses efforts. Une semaine plus tard, le protagoniste se prélasse à l'intérieur d'une bûche creuse, tenant un champignon rouge. Il se dit que même si la bûche était sûre, il a épuisé la nourriture locale et n'a gagné que 2 niveaux. Il est temps de trouver une nouvelle base. Avant de partir, il décide de faire un dernier grand pillage pour remplir son estomac et son inventaire. Il active la recherche. En aplatissant son corps en un réseau de veines, il peut explorer plusieurs directions à la fois. Sa portée de recherche augmente avec ses points de vie. Son corps jaune s'étend sur le sol de la forêt comme une carte vivante. Le système l'informe qu'il a stocké 3 champignons blancs à l'intérieur de son corps. Il étend sa portée, attrapant 6 petits champignons des prés. Il explique qu'avec le contrôle de son corps, il peut soit stocker des objets, soit les décomposer instantanément, augmentant son efficacité alors qu'il consomme une grappe de champignons bleus. Le slime continue de chercher de la nourriture en consommant un gros champignon bleu. Le système confirme la décomposition, lui accordant de l'expérience et améliorant sa résistance au poison au niveau 4. En étendant son réseau de recherche, ses vrilles jaunes heurtent un objet rouge et dur. Le système l'alerte immédiatement que la cible ne peut pas être décomposée. Avant qu'il ne puisse réagir, il subit 9 points de dégâts d'une douleur aiguë. Il rétracte son corps,
agacé de découvrir qu'il a de nouveau rencontré ce type. L'attaquant utilise une compétence appelée liqueur acide, pulvérisant un liquide corrosif vert. Le Slim est effleuré par l'attaque, subissant 7 dégâts supplémentaires, mais il est soulagé que sa vitesse améliorée l'ait aidé à en esquiver la majeure partie. L'ennemi est un autre escargot acide. Le protagoniste remarque que celui-ci est beaucoup plus rapide et se demande si la force varie au sein de la même espèce. Il se déplace de manière évasive, confiant que l'escargot ne peut plus le toucher. Cependant, l'escargot utilise une attaque dévastatrice à courte portée, éclaboussant le Slim et lui infligeant 33 points de dégâts massifs. L'escargot s'arrête, pensant avoir gagné, mais le protagoniste profite de ce moment. Il a intentionnellement encaissé le coup pour se rapprocher et enfonce un champignon violet vénéneux dans la bouche de l'escargot. Il se moque de la créature, pensant qu'il est facile de la vaincre une fois sa faiblesse connue, citant l'écart d'intelligence entre eux. Le plan fonctionne instantanément. L'escargot acide convulse alors que le poison se propage dans son corps. Le protagoniste dévore l'ennemi vaincu, endurant à nouveau le goût dégoûtant. Le système le récompense pour cette victoire, le faisant passer du niveau 9 à 10. Il gît en une pile fondue, se sentant terriblement mal à cause du repas, mais admettant que l'expérience massive des monstres en vaut la peine. Après un moment, le Slim laisse derrière lui la coquille rouge de l'escargot acide et continue son voyage à travers la forêt herbeuse. Alors qu'il avance, il entend un bruissement provenant de l'herbe dense devant lui. Supposant qu'il s'agit d'un autre escargot faible, il crie avec arrogance, ordonnant à la créature cachée de se montrer. À sa grande surprise, la créature qui jaillit de l'herbe n'est pas un escargot, mais un mille-pattes à pattes lames, massif et terrifiant. Le Slim se fige alors que l'insecte imposant projette une ombre menaçante sur lui. Le mille-pattes agite ses pattes bleues acérées, créant un son rythmé et intimidant. Terrifié, le protagoniste se cache derrière un rocher, tremblant et réalisant qu'il a fait une erreur. Le mille-pattes plonge pour frapper. Pris de panique, le protagoniste essaie sa stratégie gagnante précédente. Il brandit un champignon vénéneux, hurlant au monstre de reculer. Cependant, la stratégie échoue. Les mandibules acérées du mille-pattes tranchent instantanément le champignon en deux avant qu'il ne puisse être mangé. Le protagoniste regarde avec incrédulité le champignon tranché tomber, réalisant que son astuce est inutile contre cet ennemi. Le monstre enchaîne avec une compétence appelée étranglement des lames de myriapodes, enroulant son long corps autour du Slim et le serrant. Le mille-pattes enfonce sa tête dans le Slim jaune, essayant de mordre et de déchiqueter le protagoniste. Cependant, la situation se retourne. Le mille-pattes se débat, incapable d'infliger des dégâts. Le protagoniste réalise que son corps liquide est immunisé contre les attaques de l'âme et la constriction. Le prédateur devient la proie alors que le Slim engloutit l'insecte piégé. Il accepte joyeusement les points d'expérience offerts et le consomme. Enhardi par cette victoire, le protagoniste continue de chasser, repérant un gros scarabée vert sur un rocher. Il essaie ensuite de frapper un frelon en vol, mais se lamente d'être encore trop petit pour l'atteindre. Il aperçoit ensuite un cafard, mais avec un pur dégoût, décide de le laisser partir simplement parce qu'il n'a pas envie de le manger. Quelque temps plus tard, le protagoniste traverse la forêt de bonne humeur, fredonnant avec un champignon rouge dans la bouche. Il ouvre sa fenêtre de statut, révélant une grande croissance. Il est maintenant un Slim de niveau 13 avec 157 points de vie. Ses compétences se sont également améliorées. Pulsation est au niveau 8, et la résistance au poison est au niveau 5. Il s'appuie sur de la mousse, heureux de la vitesse à laquelle il monte de niveau depuis qu'il mange de la viande et se sentant de nouveau confiant en ses capacités. Le Slim visualise sa place dans la chaîne alimentaire, au-dessus des insectes, mais toujours en dessous des lézards, des grenouilles et de l'oiseau de terreur. Il décide qu'il est temps de viser plus haut et de chasser des cuisses de grenouilles géantes. Confiant, il s'imagine devenir inarrêtable, se voyant sur un tas de cadavres d'insectes et rêvant de régner sur cet autre monde. Il arrive au bord d'un étang trouble dans la forêt marécageuse. Il observe Léo, se demandant si de précieuses ressources sont cachées en dessous et s'il peut y plonger pour explorer. Décidant d'apprendre par la pratique, il plonge une vrille jaune dans Léo. La réaction est immédiate et douloureuse. Son corps gonfle comme un ballon, et il panique, sentant qu'il est sur le point d'exploser. Par pression osmotique, il apprend qu'en tant qu'organisme unicellulaire, Léo 12 se précipite dans ses cellules. Il réalise qu'il éclatera et mourra s'il est submergé, tout comme un globule rouge. Il rétracte rapidement son membre, soulagé mais contraint d'abandonner son plan sous-marin. Soudain, des bulles remontent de l'étang. Un grand crustacé vert foncé émerge lentement de Léo. Confus, le protagoniste identifie la créature comme un crabe. La créature regarde fixement, de la mousse sortant de sa bouche. Sa confusion se transforme enfin alors qu'il imagine une assiette de crabe à la vapeur. Après tant d'insectes dégoûtants, il pense avec enthousiasme que c'est enfin de la nourriture normale. Il essaie de tromper la créature, l'appelant depuis la rive d'une voix amicale pour sympathiser. Cependant, le crabe l'ignore et grimpe sur un rocher escarpé dans les hauts. Il s'y assoit, soufflant des bulles par la bouche. Il se rend compte que le crabe ne viendra pas à lui. Il décide que risquer sa vie dans les hauts ne vaut pas la peine. À la place, il prévoit de dissoudre des champignons vénéneux et de verser la toxine dans les hauts pour tuer le crabe à distance. Le crabe géant des marais utilise un barrage de bulles,
tirant un jet d'eau à haute pression de sa bouche. Le jet frappe le Slim avec une force énorme, le projetant en arrière. L'attaque inflige 25 points de vie. Le protagoniste est choqué qu'un simple pistolet à eau puisse lui faire autant de mal. Le crabe tire à nouveau. Le Slim essaie d'esquiver mais subit 10 dégâts supplémentaires en s'enfuyant. Il glisse derrière une grosse racine d'arbre, bloquant les jets d'eau entrants. Essoufflé, il réalise que cet adversaire est bien plus fort que les insectes qu'il farmait. Il décide que s'enfuir maintenant ferait de lui une cible, alors il se cache et attend, espérant que le crabe perdra patience. Soudain, un grand splash se fait entendre alors que le crabe saute de son perchoir. Le protagoniste jette un coup d'œil de derrière l'arbre, se demandant si le monstre a enfin abandonné. À sa grande horreur, le crabe géant des marais sort de l'étang et monte sur la terre ferme. Le crabe claque agressivement ses pinces. Il active sa charge, se déplaçant de côté à une vitesse terrifiante pour réduire la distance. Le protagoniste regarde, choqué, le prédateur se précipiter vers sa cachette. Comprenant que le crabe veut le manger, le Slim panique et grimpe frénétiquement au tronc de l'arbre. Le Slim s'accroche à l'arbre, regardant le crabe en bas. Il se sent soulagé, pensant pouvoir éviter les attaques d'eau en grimpant. Il regrette à quel point il est rapidement devenu la proie au lieu du chasseur. Un crépitement venant d'en haut interrompt son soulagement. Il lève les yeux et voit une grande araignée pâle aux yeux rouges descendre vers lui. Se sentant peu menacé, le protagoniste agite un tentacule avec dédain, disant à l'araignée de bouger car il est occupé avec le crabe. Il prévient arrogamment l'araignée de ne pas être ingrate, se vantant d'avoir mangé plein d'insectes comme elle. L'araignée ne recule pas. Elle siffle agressivement, ses yeux rouges brillants. L'araignée utilise soudainement une taillade arachnéenne, sa patte avant frappant comme une lame à une vitesse fulgurante. À sa grande surprise, l'attaque tranche son corps, coupant un gros morceau de Slim et infligeant 30 points de dégâts. L'araignée attrape et mange le Slim coupé. Le protagoniste est déconcerté, pensant qu'il était immunisé contre les lames. Une fenêtre de statue révèle que le monstre araignée de niveau 16 a une maîtrise de l'épée de niveau 8. Avant qu'il ne puisse assimiler cela, un jet d'eau à haute pression frappe le tronc de l'arbre à quelques centimètres de lui. L'éclaboussure lui inflige 17 dégâts supplémentaires. Il réalise qu'il est piégé entre l'araignée maniant l'épée en haut et le crabe au pistolet à eau en bas. Il lève les yeux vers la terrifiante araignée qui lui bloque le chemin, maudissant sa terrible malchance. Les larmes lui montent aux yeux alors qu'il réalise qu'il est de nouveau dans une impasse. Au sol, le crabe géant des marais vise et tire un autre barrage de bulles vers le haut de l'arbre. Le protagoniste esquive à la dernière seconde. Le jet d'eau le manque et frappe le monstre araignée en plein visage. La force de l'explosion fait tomber l'araignée de l'arbre. Le monstre araignée atterrit en bas, furieux de cette attaque non provoquée. Il riposte immédiatement en projetant un jet de toile blanche sur le crabe. Le tir de soie d'arachnide frappe le crabe géant des marais, entravant ses mouvements. Saisissant l'opportunité, le monstre araignée saute et utilise sa taillade arachnéenne sur la carapace dure du crabe. Le crabe se défend avec sa carapace de crustacé, durcissant sa coquille pour bloquer la patte de l'araignée. Le crabe contre-attaque avec sa pince de crustacé en claquant des pinces tandis que l'araignée utilise le contrôle de la soie d'arachnide pour esquiver les tenailles. Le crabe est agacé par les toiles collantes qui lient ses pinces. Pendant ce temps, haut dans l'arbre, le protagoniste observe le chaos. Il se réjouit intérieurement que son plan de monter ses ennemis les uns contre les autres ait réussi. En bas, la bataille fait rage, le crabe écume de la bouche en luttant pour arracher la toile de ses pinces. Le monstre araignée saisit l'instant pour porter une taillade précise au pédoncule oculaire du crabe. Cela provoque une explosion de lumière et de douleur. L'araignée siffle, prête à enchaîner. Mais le crabe géant des marais balance violemment son énorme pince, forçant l'araignée à esquiver un coup puissant. L'agile monstre araignée saute en l'air, évitant les attaques maladroites du crabe. Le crabe géant des marais se débat au sol, sa pince massive entravée par une épaisse toile blanche. Profitant de l'immobilité du crabe, l'araignée utilise le contrôle de la soie d'arachnide, se déplaçant à une vitesse fulgurante pour envelopper le crustacé dans une prison de soie. Le crabe est bientôt sans défense et entièrement encoconné tandis que l'araignée grimpe sur sa carapace pour crier victoire. Depuis l'arbre, le protagoniste, le Slim, regarde avec surprise. Il pense que le crabe puant est ligoté comme un crabe d'épicerie et est stupéfait que la petite araignée ait renversé la situation face au plus grand prédateur. L'araignée se penche sur le visage du crabe, prête à se régaler. Le crabe le regarde fixement, de la mousse sortant de sa bouche. Les bulles s'accumulent rapidement, brillant d'une étrange pression. Soudain, une énorme lame d'eau comprimée jaillit de la bouche du crabe avec un son assourdissant, fendant l'air. L'attaque crée un tourbillon de lames d'eau, déchiquetant instantanément le cocon de soie. Pris dans l'explosion, le monstre araignée est immédiatement découpé en morceaux en plein vol. La contre-attaque désespérée du crabe déchaîne une tempête de lames d'eau dans toutes les directions. Une lame d'eau perdue tranche le tronc de l'arbre, manquant le protagoniste de quelques centimètres. Il frissonne, réalisant que l'instinct de survie du crabe a déclenché un pouvoir caché dévastateur. En bas, le crabe géant des marais s'effondre d'épuisement, crachant un dernier faible jet d'eau alors que son adrénaline retombe. La bataille se termine avec le monstre araignée en tas de membres et le crabe gisant immobile, vidé de son énergie. Le protagoniste jette un coup d'œil de derrière les racines de l'arbre, attendant que les terrifiantes attaques d'eau cessent avant de bouger.
Une fois la bataille chaotique à 3 terminée, la forêt redevient silencieuse. Le monstre araignée est en morceaux, et le crabe géant des marais gît, impuissant, dans sa toile. Voyant que le danger est passé, le protagoniste, le Slim, sort de sa cachette. Il s'approche du crabe immobilisé, se moquant de lui pour avoir gaspillé son énergie à tirer de Léo sauvagement et finir dans un état pathétique. Cependant, il est confronté à un dilemme sur la façon d'achever la robuste créature. L'étouffer est trop dangereux, et il ne peut pas forcer des champignons dans sa bouche fermée. Il décide d'agir rapidement avant que le crabe ne récupère. Cherchant une arme, son regard se pose sur un gros rocher lourd à proximité. Il étend son corps sur la pierre, essayant de l'absorber dans son inventaire en utilisant l'espace du Slim, mais un message d'erreur système clignote, espace insuffisant. Il se rend compte que la taille de son stockage dépend de ses points de vie qui sont trop bas après la bataille pour que le rocher puisse rentrer. Choisissant la mise à mort plutôt que son trésor, il vomit toute sa collection de champignons pour libérer de l'espace dans son inventaire. Son inventaire vidé, il réussit à absorber l'énorme rocher dans son corps. Le poids immense fait gonfler son corps jaune, et il heurte le sol avec un bruit sourd. Il se plaint du poids mais continue, traînant son corps lourd rempli de roches. Il grimpe lentement à l'arbre, se positionnant bien au-dessus du monstre piégé. Il regarde le crabe en bas, déclarant qu'il est venu lui ôter la vie. Utilisant la gravité, le protagoniste lâche l'arbre et tombe comme une pierre vers la cible. Le crabe géant des marais lève les yeux, terrifié, vers l'objet jaune massif qui tombe du ciel. Dans un dernier effort, il tire un dernier jet d'eau à haute pression de sa bouche. Le jet d'eau frappe le rocher et le Slim en chute, mais leur élan est trop grand. Le protagoniste endure les dégâts, déterminé à écraser son ennemi. Le crabe se prépare à l'impact alors que l'ombre s'abat sur lui. Dans un fracas assourdissant, le Slim rempli de roches s'écrase sur la carapace du crabe, créant une onde de choc massive. La poussière retombe, révélant le protagoniste sur la carapace de crabe écrasé. Le système confirme l'élimination, lui octroyant assez d'expérience pour le niveau 14 et 0,5 points de compétence. Fou de joie de sa survie et de sa victoire, le protagoniste rit de façon maniaque, célébrant son triomphe en tant que dernier survivant. Sans perdre un instant, il s'installe sur sa proie fraîche, annonçant joyeusement qu'il est temps de festoyer. Le protagoniste, le Slim, se prépare avec impatience à savourer son repas durement gagné, assis sur la carapace retournée du crabe comme un chef. Il dispose les organes et les œufs du crabe dans la carapace comme un bol de soupe et utilise un morceau de chair de pâte comme ustensile, ignorant les restes de l'araignée. Il trempe la chair de crabe blanche dans les riches œufs jaunes, prêt à se régaler. Sa première bouchée le submerge de saveur. Après des jours à manger du bois moisi, des escargots et des insectes, le goût frais des fruits de mer est une explosion de saveur dans son esprit. Des larmes coulent sur son visage visqueux alors qu'il réalise que la bonne nourriture guérit l'âme. Il renouvelle son vœu de survivre dans ce monde dangereux pour trouver de la nourriture encore plus délicieuse. Il mange tout, ne laissant aucun déchet, et s'allonge sur une bûche, repu et satisfait. Une fenêtre de statut indique qu'il est maintenant au niveau 14 avec 168 points de vie. Il se sent complètement rechargé et plein d'énergie. Sa faim apaisée, le protagoniste décide d'utiliser sa nouvelle énergie pour une expérience. Il s'assoit devant un rocher, se concentrant sur la structure interne de son corps. Il contracte fermement les muscles de son corps, forçant de toutes ses forces. Son unique œil sort de son orbite sous la pression alors qu'il essaie de faire sortir quelque chose, hurlant intérieurement sous l'effort. Haletant, il fixe le rocher, ordonnant à la puissance de se manifester. Il se souvient de l'attaque de barrage de bulles du crabe, se disant que les compétences peuvent s'acquérir par la pratique. Le crabe compressait de Léo pour la projeter, et il se dit qu'un Slim devrait pouvoir en faire autant. Avec une nouvelle détermination, il comprime à nouveau ses fluides internes, psalmodiant pour que l'attaque apparaisse. Le protagoniste essaie d'imiter l'attaque du crabe en comprimant son corps. Il force, mais seuls quelques faibles jets jaillissent de son arrière-train dans la mauvaise direction. Il réessaie, visant vers l'avant avec des bruits d'effort, mais le liquide jaune ne fait que couler faiblement. Épuisé, il fond en une flaque. Il se plaint de ne pas pouvoir contrôler la direction ou la force du liquide, se sentant vaincu, mais sa frustration se transforme en détermination. Refusant d'échouer, il tend tout son corps, comprimant ses fluides internes à la limite. Soudain, un jet de fluide jaune à grande vitesse jaillit de son corps avec une force immense, activant sa compétence explosion de niveau 1. Le projectile frappe la carapace du crabe, y perçant un trou. Le système annonce que sa compétence explosion a évolué en une nouvelle attaque, le jet de cytoplasme. Le système explique que la compétence utilise son cytoplasme interne pour lancer sa propre masse corporelle comme un projectile. Le protagoniste rit, ravi de pouvoir faire évoluer ses compétences par la pratique. Il s'arrête, soudainement inquiet. Il se souvient que ses compétences précédentes avaient un temps de recharge de 5 minutes et se demande si c'est aussi le cas pour cette attaque. Pour le vérifier, il tire rapidement 2 autres projectiles. À sa grande joie, il tire un barrage rapide, perçant la carapace du crabe à plusieurs reprises. Le système confirme que la compétence n'a pas de temps de recharge. Après avoir tiré en continu, la compétence passe au niveau 2. Cependant, il réalise le lourd coup de ce pouvoir. Il est ratatiné, devenu une fine baguette.
Une alerte du système l'avertit que sa santé est critique car chaque tir utilise sa propre biomasse, ses points de vie, comme munition. Il réalise que sans magie, son corps est sa seule ressource de combat. Un peu déçu de ne pas pouvoir être un mage, il mange le crabe pour récupérer la masse perdue. En mangeant, il a une idée. Si manger le régénère, que se passerait-il s'il mangeait les parties de lui-même qui ont été coupées plus tôt? Il cherche et trouve un gros morceau de son slim jaune sur l'herbe. Le morceau semble étonnamment grand, et il se demande s'il a perdu autant de masse quand l'araignée l'a tranché. Pour tester sa théorie, il met le morceau séparé en contact avec son corps principal, activant la récupération. En absorbant le morceau, il fait l'expérience de souvenir de son point de vue. Il se voit combattre l'araignée et lâcher le rocher, mais de l'extérieur, réalisant que le morceau sectionné avait sa propre conscience. Le slim réalise quelque chose de génial à propos de son corps. Les parties sectionnées, bien que dépourvues de conscience, peuvent décomposer des choses indépendamment. En les réabsorbant plus tard, il peut collecter la vie et l'expérience qu'elles ont accumulées. Ravi, il fredonne un air, pensant qu'il a trouvé un bug ou une faille dans le système. Il imagine envoyer plusieurs fragments travailler à différents endroits, transformant sa bouche unique en plusieurs pour augmenter radicalement sa vitesse de montée en niveau. Il teste immédiatement cette théorie en utilisant la division. Un morceau de son corps jaune se sépare, lui coûtant 10 points de vie, mais son corps principal et la partie divisée semblent faibles. Il réalise une limitation. Si sa vie tombe en dessous de 30, il entre dans un état dangereux de famine. Avec une santé maximale de 198, il en déduit qu'avec assez de nourriture pour reconstituer sa vie, il peut créer autant de clones qu'il le souhaite. Il contracte son corps. Il arrache de force un gros morceau de slim de sa forme principale, subissant 30 points de dégâts pour créer un clone substantiel. La masse jaune séparée frétille et se déplace d'elle-même, confirmant le succès de l'expérience. Il s'imagine portant un bandeau de ninja, réalisant que cette capacité est comme la technique du multiclonage d'un célèbre manga. Enthousiaste, il lève un poing et déclare qu'il est temps de se mettre au travail. Il ordonne à un petit clone de slim de décomposer une bûche morte. Il en dirige d'autres vers un tas de champignons à proximité. Son écran de statut indique qu'il est un slim de niveau 14 avec 198 PV et des compétences comme décomposition, pulsation, résistance au poison et jet de cytoplasme. Il est satisfait de sa stratégie. Envoyer des clones pour farmer des ressources pendant qu'il reste en retrait, mangeant les restes de viande d'araignée pour garder son corps principal en sécurité et à pleine vie. Maîtrisant son corps, il s'imagine sous une forme humanoïde blindée et cool, se sentant incroyablement fort. Il analyse le combat, visualisant un coup d'estoc normal d'une arme le traversant sans lui faire de mal. Il en déduit que même une taillade normale ou une puissante taillade d'énergie échouerait, car son corps liquide se reformerait simplement. Il conclut que les attaques physiques ne peuvent pas le menacer, mais son expression devient sérieuse alors qu'il pense à la seule chose qu'il craint encore. Il contemple son immunité physique, se demandant s'il est invincible. Il s'imagine être frappé par une attaque magique, se demandant si la magie pourrait le tuer puisque les attaques physiques échouent. Il se demande s'il n'a pas encore vu de magie parce que ce monde n'est qu'un règne animal plus sauvage. Il tend un piège dans les hauts troubles en utilisant de petits morceaux de son corps jaune comme appât pour attirer des proies. Un crabe des marais géants jaillit de Léo, saisissant l'appât. Cependant, il a laissé une piste de morceaux de slim menant de Léo à l'herbe. Un groupe de crabes suit la piste de nourriture, ignorant qu'ils sont conduits dans une zone mortelle. Les crabes continuent de se régaler des morceaux jaunes, s'enfonçant plus loin dans les terres. Tout en haut, ils s'accrochent à un arbre, observant les crabes se rassembler en bas alors qu'ils terminent la piste d'appât. Les crabes lèvent soudainement les yeux, remarquant une ombre massive s'abattre sur eux. Ils poussent la branche d'arbre, utilisant à nouveau la gravité comme son arme. La branche s'écrase avec une force dévastatrice, pulvérisant instantanément les crabes. Il célèbre sur la branche pendant que le système le bombarde de notifications. Vaincre 6 crabes d'un coup lui donne assez d'expérience pour passer du niveau 14 au niveau 15. Il saute au sol, achève les survivants avec un rocher, et se prépare à manger. Après avoir décomposé la chair de crabe, sa vie est entièrement restaurée. Il regarde les carapaces propres, satisfait de sa méthode de farming efficace. Maintenant à un niveau supérieur, il décide de s'entraîner au combat, plaçant une carapace de crabe contre un rocher en guise de cible. Dans son esprit, il est un flingueur cool se préparant à tirer une compétence qu'il nomme barrage plasmodial. En réalité, il déchaîne une tempête rapide de balles de slim jaune, criblant la cible avec vitesse et force. La cible fume sous l'impact, et le système annonce que sa compétence barrage plasmodial, jet de cytoplasme, est passée du niveau 5 au niveau 6. Cependant, cet entraînement intensif a un coût. Le protagoniste est montré ratatiné et desséché, sa santé est très basse car il a utilisé sa propre masse corporelle comme munition. En mangeant un champignon pour se remettre de son état d'autophagie, il remarque qu'après 2 jours d'entraînement intensif, la puissance et la précision de ses attaques se sont considérablement améliorées. Il analyse son endurance, notant qu'il ne peut tirer que 30 jets de cytoplasme avant que sa santé ne soit en danger. Il se demande comment les rendre plus mortels sans utiliser davantage de son corps.
Une idée lui vient alors qu'il ramasse un champignon vénéneux dans une roche, décidant d'ajouter des ingrédients à ses munitions. Il théorise qu'en enroulant un champignon vénéneux dans le projectile de Slim, il peut infliger des dégâts de poison à distance. De même, enrober une roche dans le Slim augmentera considérablement l'impact physique du tir. Il teste cela immédiatement, tirant un projectile infusé de roche qui frappe la cible avec un grand craquement, prouvant sa puissance. Satisfait, il se qualifie avec arrogance de génie pour avoir inventé une attaque aussi polyvalente. Un léger roucoulement interrompt sa célébration. Il aperçoit une lumière étrange dans un creux d'arbre voisin et se demande si c'est un oiseau ou des lucioles. Curieux, il s'approche de l'arbre pour enquêter sur le bruit. Il grimpe le long du tronc et jette un œil directement dans le trou lumineux. À sa grande surprise, il se retrouve face à face avec un hibou spectral bleu et lumineux. Son aura magique le terrifie. Il panique instantanément, hurlant intérieurement. Sa pire crainte s'est réalisée. Il a trouvé un monstre capable d'utiliser la magie. Craignant un sort, il se laisse tomber de l'arbre et se glisse frénétiquement pour s'échapper, mais le hibou ne le poursuit pas. Il reste tranquillement dans l'arbre à le regarder fuir. Ce n'est pas une bête sauvage, mais une compétence magique appelée scrutation symbiotique. Loin de là, une femme humaine regarde à travers sa main comme une longue vue. Son œil droit brille de la même lumière bleue que le hibou, montrant qu'elle partage sa vision. Elle chevauche un grand sanglier en armure avec deux autres aventuriers. Quand un homme barbu lui demande si elle a trouvé quelque chose, elle baisse la main et répond qu'elle n'a rien vu d'important, juste un petit monstre étrange. Le groupe d'aventuriers humains avance à travers la forêt. L'éclaireuse aux cheveux roses trouve étrange qu'il n'ait vu aucun monstre de haut niveau. Le guerrier barbu dit au petit d'audacier de rester sur ses gardes et de montrer le chemin, inquiet que leur lien magique avec le maître de guilde soit coupé. Pendant ce temps, le Mixomicette panique, fuyant aussi vite que possible. Croyant que le hibou l'a repéré, il est terrifié à l'idée de provoquer un utilisateur de magie et sait qu'il ne peut pas chercher des noix à ce type. Il atteint une rivière, espérant être en sécurité de l'autre côté, mais il ne sait pas comment traverser le fossé. Se souvenant de la physique et du théorème de la quantité de mouvement, il se lance dans les airs. En plein vol, il active sa compétence de barrage plasmodial. Au lieu d'attaquer, il tire les projectiles de Slim vers l'arrière pour se propulser. La manœuvre fonctionne, mais lui coûte 80 points de dégâts personnels alors qu'il fonce en avant. La force le propulse à travers les arbres, lui faisant traverser la rivière facilement. Il s'écrase de l'autre côté, épuisé mais soulagé, pensant avoir échappé au danger. Il mange du bois mort pour récupérer sa santé, réalisant que bien qu'il soit fort pour son niveau, un adversaire de rang supérieur le tuerait instantanément. Soudain, une pression terrifiante s'abat sur lui, une aura rouge sombre et ardente. Il se fige, sentant une présence plus terrifiante que l'oiseau de terreur à queue de serpent. Il suppose que le hibou magique l'a trouvé. Il se retourne lentement mais réalise que la source de la peur n'est pas le hibou. Sur le sol de la forêt repose une griffe colossale coupée avec des écailles blanches et un ongle noir. Elle est assez massive pour écraser les arbres sous elle. Il regarde avec confusion, son œil unique essayant de comprendre ce qu'il voit, un doigt géant. Sa peur se transforme en une avidité euphorique. Il voit le membre comme un légendaire doigt d'or, un terme d'histoire pour un power-up de triche. Il sait que s'il absorbe cette partie de monstre de haut niveau, il gagnera une puissance immense et pourrait même réaliser une évolution massive. Il rit comme un fou de sa chance. Il essaie immédiatement de consommer le doigt d'or, étalant son corps sur les écailles et activant sa compétence de dissolution pour absorber son pouvoir. Il enroule ses tentacules de Slim autour de l'objet, essayant de décomposer la surface. Cependant, il peine à le digérer, trouvant le processus difficile et douloureux. Une alerte système clignote. Décomposition échouée. Sa compétence est trop faible ou l'écart de niveau est trop grand. L'invulnérabilité de la cible se déclenche, et sa puissance écrasante repousse ses cellules. Au lieu de gagner de l'expérience, il subit des dégâts continus, 10, 20, 10, alors que l'énergie du doigt le brûle. Réalisant qu'il est en train de se tuer, il active l'autonomie, coupant la connexion pour s'échapper. Un morceau de son corps s'envole alors qu'il recule après ce repas raté. Il regarde le doigt avec regret, ne voyant que de minuscules points d'expérience de plus 1. Il se maudit de ne pas avoir amélioré sa compétence de décomposition. Il se lamente sur sa situation, ayant l'impression d'avoir un grand trésor qu'il ne peut pas utiliser. Il réalise qu'il ne peut pas le décomposer et que son inventaire est trop petit pour le transporter. Il décide de le laisser, de farmer des niveaux pour maximiser sa compétence, et de revenir le chercher plus tard. Au moment même où il élabore ce plan, le sol commence à trembler violemment sous lui. Le doigt coupé s'active soudainement, brillant d'énergie et décollant du sol. Il déchire la terre, s'envole droit vers le ciel et traverse la canopée de la forêt. Il regarde, choqué, son doigt d'or s'envoler de lui-même. Le lancement envoie des ondes de choc et des débris dans les airs. Il aperçoit une explosion se dirigeant vers lui, réalisant qu'il est pris entre deux feux. L'explosion frappe le sol près de lui, créant un énorme cratère. Il survit à peine, tremblant après l'événement. Terrifié par la puissance dont il a été témoin, il se blottit sous une racine d'arbre, se lamentant sur la peur que ce monde inspire. Il réalise que plus il voyage, plus il se sent insignifiant. Il abandonne son arrogance et retourne à ses origines,
se cachant et décomposant du bois mort pour devenir plus fort en toute sécurité. Sous lui, la terre révèle des vers, des gemmes et un monstre mimique enfoui attendant dans l'obscurité. Profondément sous terre, le doigt coupé a atterri après s'être frayé un chemin à travers la terre. Dans l'obscurité, le doigt reste silencieux avant d'exploser d'une aura rouge et noire terrifiante, révélant que ce n'est pas juste une partie du corps, mais quelque chose de sinistre et de vivant. Le Mixomycète vérifie sa carte mentale. Le doigt d'or est loin au nord-est, et le hibou magique au sud-ouest, le plaçant dans une zone sûre au sein de la forêt dense. Il trouve un arbre épais pour établir une base temporaire, prévoyant de se reposer et de récupérer ses clones le lendemain. Avec sa compétence de dissolution, il s'attache au tronc et commence à fondre à travers l'écorce. Il prévoit une entrée étroite pour bloquer les gros monstres tout en rendant l'intérieur spacieux et confortable. Il s'imagine portant un casque de chantier et commence avec enthousiasme son projet d'excavation. Il dissout le bois couche par couche, creusant un tunnel profond dans l'arbre. Pour la lumière, il plante un champignon lumineux, qui émet un faible poison avec sa lueur bleue. Épuisé mais satisfait, il s'effondre sur un lit de mousse qu'il a rassemblé. Il admire sa maison terminée, maintenant dotée d'une table en pierre pour la nourriture et baignée dans la lumière du champignon. Sa base temporaire a une conception astucieuse. Un champignon vénéneux bouche l'entrée, un tunnel mène à une fausse chambre leur en dessous, et un passage secret relie à sa véritable chambre sécurisée au-dessus. Se sentant triomphant, le Mixomycète exhibe un tentacule tenant une brindille. Il est allongé sur son lit de mousse, mâchouillant la brindille comme un cigare, savourant le sentiment d'un foyer sécurisé. Sa détente est interrompue par un bourdonnement rythmique et fort qui vibre à travers le bois, l'agaçant. En colère, il sort la tête du creux et crie au bruit de s'arrêter. Il aperçoit un énorme essaim de guêpes dans la canopée. Au lieu de la peur, il observe leur nombre et a une idée. Des guêpes géantes volent à toute vitesse à travers la forêt, patrouillant leur territoire. Le Slim tire un jet de cytoplasme depuis sa cachette, écrasant l'une des guêpes en plein vol. Il s'assoit alors ouvertement à l'entrée de sa base, agissant comme un appât et provoquant les Slims pour les inciter à attaquer. Enragés, les Slims plongent vers l'arbre, enfonçant leur dard dans le Slim. Ils se rétractent rapidement au fond du trou étroit, ce qui fait que les guêpes le manquent ou que leur dard se coince. Elles attaquent furieusement l'entrée, ignorant son piège. En sécurité dans sa forteresse, le protagoniste soupire de soulagement. Il découvre que son corps collant agit comme du papier tue-mouche. Les guêpes qui l'attaquent se retrouvent piégées, et le système l'informe qu'il gagne des points d'expérience sans effort. Voyant que son plan fonctionne, il devient plus ambitieux. Il cesse d'attaquer et laisse deux survivantes s'envoler. Il les suit discrètement à travers la forêt jusqu'à un énorme nid de guêpes, haut dans la canopée. Depuis une branche, il observe leur base. Son œil se plisse tandis qu'il complote pour détruire le nid. Il se montre, attirant l'attention des abeilles sentinelles. Les sentinelles libèrent un signal de phéromones alertant la colonie. Un bourdonnement assourdissant emplit l'air alors que des milliers de guêpes sortent en masse. Il ne bouge pas, pensant que puisque les piqûres sont inutiles contre son corps, plus d'ennemis signifie simplement plus de points d'expérience. Mais les guêpes utilisent une stratégie inattendue. Elles l'assaillent, formant une boule vibrante et serrée, et battent des ailes à l'unisson. La friction crée une chaleur intense, comme un four. Un avertissement du système clignote. La température est critique, et ses cellules meurent. Il panique, subissant des dégâts continus, choqué que les guêpes puissent le cuire vivant. Refusant d'être cuit, le Mixomycète riposte avec son barrage plasmodial. Les projectiles de Slim déchiquettent les guêpes ouvrières et brisent leur formation. Le combat bascule lorsqu'un nouvel ennemi apparaît, une unité lourde qui bloque ses tirs avec un bouclier en cire d'abeille. L'insecte blindé charge, son bouclier ambré déviant les balles de Slim autrefois mortelles. Il s'accroche à la branche, réalisant que les gardes principaux de la ruche sont bien plus forts que les éclaireuses qu'il a combattues plus tôt. Son œil s'écarquille sous le choc. Il aperçoit un insecte unique à la fourrure blanche, tenant un bâton en bois. Il agite son bâton, conjurant un cercle magique lumineux au-dessus de sa tête. La compétence d'invocation d'essaim s'active. Une armée massive descend de la ruche, s'abattant sur le Slim terrifié. La hiérarchie ennemie est claire. Des guêpes ouvrières, des guêpes gardiennes défensives, et un commandant guêpe mage. Il tremble, réalisant qu'il fait face à une forme évoluée utilisant la magie, sa plus grande peur. Le guêpe mage donne froidement un ordre. Les gardiennes guêpes blindées plongent vers le Slim pour l'exécuter. Il déchaîne son barrage plasmodial, tirant un fluide jaune sur l'armée qui approche. L'attaque est efficace, projetant les insectes du ciel à travers la canopée, mais le nombre écrasant d'ennemis l'oblige à tirer sans arrêt, drainant sa biomasse. Sa santé baisse de 10 points par tir, et son corps se ratatine. Pour soutenir l'assaut, il utilise une stratégie astucieuse. Tout en tirant, il s'ancre à la branche et utilise la décomposition pour drainer les nutriments du bois, régénérant 10 PV par cycle pour compenser le coup. Malgré ses munitions infinies, les gardiennes guêpes continuent leur attaque. L'une d'elles lève son bouclier en cire d'abeille, déviant les tirs. Il est frustré, sachant qu'il a besoin de sa dernière pierre pour renforcer un projectile et briser leur défense. Voyant ses attaques échouer, deux gardiennes guêpes plongent pour finir le travail. Elles s'écrasent sur lui, poignardant son corps gluant, mais le contact physique est sa spécialité.
Il se moque des soldats qui se livrent à lui alors que son corps les emprisonne. Les gardiennes se retrouvent coincées dans le fluide, leur armure se dissolvant alors qu'il les décompose vivantes. Après avoir décomposé les ennemis, il décide de réclamer le butin. Son inventaire se met à jour avec des lances de guêpes et une aiguille de guêpe provenant des gardiennes, mais une alerte système l'avertit que son stockage est plein, il doit donc utiliser les objets maintenant. Il improvise, enveloppant une lance de guêpe acérée dans son slim pour en faire un noyau de projectile. Il la fait tourner rapidement pour plus de stabilité et de puissance. Il tire le projectile amélioré sur une gardienne guêpe. Il brise le bouclier en cire d'abeille et embroche la soldate derrière. Voyant sa garde détruite, le guêpe mage réalise que ses défenses sont percées. Il agite son bâton. Obéissant, les saints entiers rompent la formation et retournent à la ruche, abandonnant l'assaut. Il reste sur la branche, les regardant partir. Il ricane, croyant qu'elles se sont retirées par peur de sa puissance. Le combat s'intensifie alors que le guêpe mage forme une boule tourbillonnante d'énergie dorée. En voyant le liquide brillant, le Mixomycète est distrait. Ça ressemble à du miel, et il veut y goûter, même en plein combat. Mais le mage n'offre pas de nourriture. Il lève son bâton et enflamme la sphère, lançant une braise étincelante. Le guêpe mage lance la boule de feu vers le bas, tel un météore. L'attaque frappe le Mixomycète pour 70 points de dégâts, le faisant hurler alors que sa santé chute. Le mage continue de lancer de multiples projectiles enflammés dans une attaque incessante. Le Mixomycète s'éloigne en vitesse, réalisant que le feu est un contre à son corps. L'attaque mélange feu et miel collant pour des dégâts de zone. Bien qu'il se régénère légèrement, il sait qu'il ne peut pas gagner et décide de fuir. Il esquive frénétiquement tandis que des sorts explosifs détruisent l'écorce de l'arbre autour de lui. Pour les ralentir pendant sa retraite, il se retourne et tire son barrage plasmodial, un flux de projectiles de slim jaune. Deux guêpes blindées s'avancent pour intercepter l'attaque. Elles utilisent une double barrière de cire d'abeille, combinant leurs boucliers pour former un mur vert qui bloque le slim et protège le mage. Accroché à l'arbre tandis qu'une pluie de feu s'abat, le Mixomycète se plaint de leurs solides compétences défensives. Acceptant sa défaite, il glisse le long du tronc, fuyant alors que des explosions déchirent le bois derrière lui. Le guêpe mage utilise un sort puissant, Invocation des saints, pour appeler des renforts. De la ruche émerge un nouvel ennemi, l'abeille kamikaze. Gonflés d'énergie, leurs abdomens luisants sortent en rampant pour défendre la ruche. L'escouade suicide charge dans un assaut de masse. Elle bombarde en piqué le tronc d'arbre où le slim se cache, dans une frappe coordonnée. À l'impact, elles explosent, provoquant une réaction en chaîne d'explosions qui embrase la zone. Le Mixomycète saute du tronc en feu pour éviter les flammes. Il atterrit sur une branche inférieure, son corps gluant absorbant l'impact. Cependant, le guêpe mage le voit et ordonne à ses soldats de lui couper la retraite. Le slim sent la branche trembler violemment. Il voit deux grosses guêpes en train de scier la branche. Elles se brisent, et le Mixomycète tombe. En tombant, il voit un piège en dessous, des centaines d'abeilles kamikazes qui l'attendent. Au-dessus, le guêpe mage prépare son attaque finale, conjurant une énorme boule d'énergie jaune qui ressemble à un soleil. Le mage projette le sort massif vers le bas. La boule de feu file vers le slim et les abeilles, montrant que le mage est prêt à sacrifier ses propres troupes pour le tuer. Le slim regarde l'attaque descendre, sa vision remplie d'une lumière aveuglante. Le sort frappe le slim, provoquant une énorme explosion. Un champignon atomique s'élève au-dessus de la forêt, visible de loin. Tandis que la poussière retombe, le guêpe mage épuisé et ses gardiennes baissent leurs armes, croyant la menace éliminée. Des morceaux de bois en feu pleuvent, seul vestige de la zone détruite. La forêt est calme, et les gardiennes retournent à leur poste, mais une perturbation soudaine attire leur attention. Deux gardiennes transportant des ressources vers la ruche se figent en plein vol. Les yeux du guêpe mage s'écarquillent sous le choc, réalisant qu'ils ne sont pas seuls. Soudain, le Mixomycète jaillit de l'écorce de l'arbre derrière eux dans une attaque surprise. Avant que les insectes ne réagissent, le prédateur jaune fonce dans les airs. Le slim engloutit les gardes, les piégeant. Il les nargue en disant que l'intérieur du nid est maintenant sans défense. Le slim avait survécu à l'attaque grâce à un plan astucieux. Plus tôt, au lieu de simplement se cacher, il avait mangé à travers le bois, créant un tunnel secret vers le nid. Juste avant l'explosion, il a utilisé 150 PV pour créer un clone corporel, le laissant à l'extérieur comme leur. Le plan a fonctionné. Les guêpes ont concentré leur feu sur le leur, tandis que le vrai slim, plus petit, a profité du chaos pour se faufiler et grimper à l'arbre. Maintenant, le Mixomycète perce le mur de la ruche, s'enfonçant profondément en territoire ennemi. À l'intérieur, il utilise sa compétence de recherche, étendant son corps pour cartographier les tunnels. Il se déplace dans les couloirs, passant devant une salle de stockage de nourriture car ce n'est pas sa cible. Il inspecte une chambre avec des larves géantes mais l'ignore également. Il trouve une chambre dorée remplie de rayons de miel, ce qui le tente beaucoup, mais il reste concentré, laissant le miel pour plus tard alors qu'il chasse le cœur du nid. Le Mixomycète jaillit du sol dans la chambre la plus profonde du nid. Il repère immédiatement sa cible sans défense. C'est la reine des guêpes, une créature massive et immobile. Elle est allongée sur un coussin, mangeant pour produire plus de soldats. L'intrusion alerte les défenseurs. Les gardes guêpes et le mage se retournent,
réalisant que leurs défenses ont été contournées. La garde royale, menée par le furieux mage guêpe, regarde l'intrus avec des yeux rouges brillants. Le Slim grimpe sur l'abdomen de la reine. Tenant une pierre au-dessus de sa tête, il avertit les gardes qu'elle est son otage. La reine tremble de terreur alors que la pierre la menace au-dessus de sa tête. Cependant, le Slim a mal calculé. Au lieu de se rendre, le mage guêpe enragé ordonne une attaque immédiate. Les gardes guêpes obéissent, chargeant pour tuer l'intrus, ignorant le risque pour leur reine. L'œil du Slim s'écarquille, réalisant que la négociation a échoué. N'ayant pas d'autre choix, il abat la pierre, tuant brutalement la reine. Le mage guêpe se fige, sous le choc, assistant à la mort du cœur de la colonie. L'effet est instantané. Dehors, des milliers de guêpes perdent leur capacité à voler et tombent du ciel. À l'intérieur, le mage et les gardes s'effondrent. Le Slim explique que la reine était une machine haute, et que sans elle, l'essaim meurt. Il se tient au-dessus de la reine morte, déçu que la négociation ait échoué. Alors que la colonie meurt, le système annonce qu'il est passé du niveau 15 au niveau 17. Dans la forêt calme et éclairée par la lune, une notification du système confirme que le Mixomi 7 peut monter de niveau après avoir détruit la ruche. Il tombe d'un arbre, atterrissant parmi les abeilles kamikazes mortes. Le système prévient que les restes des abeilles cesseront de donner de l'expérience dans 24 heures, et que son bonus de santé temporaire disparaîtra bientôt. Il ouvre sa fenêtre de statut. Il a atteint le niveau 21 avec 918 PV. Ses compétences se sont améliorées. Pulsation est au niveau maximum. La résistance au poison est au niveau 7, et il a une nouvelle compétence, commandement central niveau 2. Confus par la nouvelle compétence de commandement central, il essaie d'ajouter des points de compétence, mais rien ne se passe. Il se demande si c'est inutile puisqu'il n'a personne à commander. Il essaie d'améliorer la décomposition, mais un avertissement indique que les compétences raciales ne s'améliorent qu'avec la pratique. Déçu, il a maximisé la pulsation à la place. Sa santé accrue a également agrandi son espace d'inventaire. Son inventaire est rempli de miel de monstres frelons brillants. La description dit qu'il restaure 400 PV, ce qui en fait un trésor précieux. Épuisé par le raid, le Mixomi 7 s'assoit dans l'herbe, haletant pour reprendre son souffle. Seul au clair de lune, entouré d'insectes morts, il se demande pourquoi il ressent des émotions complexes alors qu'en tant que Slim, il n'a pas de cœur. Il réfléchit à son parcours, se remémorant les ennemis qu'il a mangés pour survivre, un escargot acide, un monstre araignée et un crabe des marais géants. Son chemin de prédation l'a mené des insectes à la destruction d'une colonie entière de frelons. Soudain, il a une vision tragique, un souvenir de sa proie. Un jeune garçon crabe demande à sa mère pourquoi son père n'est pas à la maison pour jouer. La vision montre le père crabe en costume appelant sa femme. Il dit qu'il est avec des clients et ne peut pas rentrer à la maison. La mère réconforte son fils, disant que son père travaille dur pour eux. Une horloge en forme de crabe sur le mur indique qu'il est presque minuit. La mère s'inquiète quand son mari n'appelle pas. Craignant qu'il ne se soit évanoui, ivre, elle dit à son fils qu'ils doivent aller trouver Papa Crabe. Il marche dans la nuit noire. L'enfant chante à propos d'une tempête, et sa mère lui dit de se taire. Sans le savoir, Papa Crabe a déjà été mangé par le Slim. Dans une ruelle sombre, le père chancelle, tenant une mallette. Le garçon crabe voit la silhouette et crie joyeusement que son père est de retour. La mère l'interpelle, confuse de voir la silhouette s'éloigner de leur maison. Voyant la silhouette trébucher, elle suppose que son mari est ivre et dit à son fils de l'aider. Le garçon crabe court joyeusement vers la silhouette. La silhouette se retourne. Ce n'est pas le père, mais un Mixomi 7 muté dans ses vêtements. Avec un œil rouge tordu, le monstre murmure que son papa était délicieux. Le garçon hurle d'horreur. Secoué par la vision, le Mixomi 7 panique, réalisant qu'il est devenu un méchant. Il essaie de se calmer dans la forêt sombre. Il se dit qu'il réfléchit trop parce qu'il a toujours un esprit humain. En tant que monstre dans ce monde, il ne peut pas contrôler ses sentiments de culpabilité. Il voit des yeux de prédateur dans l'obscurité et accepte la loi de la jungle, chasser ou être chassé. Il décide que chasser et décomposer sont ses seules options. Se concentrant sur la survie, il décide de retrouver le clone qu'il a libéré plus tôt pour voir ce qu'il a rassemblé. Le Mixomi 7 bondit rapidement à travers les sous-bois de la forêt. Il saute par-dessus les buissons en direction de son clone. Soudain, il s'arrête. Il voit une lueur chaude et brillante à travers une trouée dans les arbres. Il réalise que la lumière provient d'un feu de camp. Curieux et prudent, il se déplace à travers les buissons pour mieux voir. Se demandant si des humains sont proches, il jette un coup d'œil furtif. Regardant à travers les feuilles, son cœur s'accélère alors qu'il confirme ses soupçons. Des humains. Il aperçoit 3 aventuriers se reposant près d'un feu. Cachés dans les buissons, le Mixomi 7 est choqué et nerveux de voir des gens dans ce monde rempli de monstres. Au camp, l'éclaireuse aux cheveux roses, Niaros, de Rancé, se repose contre un sanglier en armure endormi. Elle caresse la bête, petit dos d'acier, la remerciant d'avoir trouvé le chemin. Près du feu, le guerrier barbu, Ray Carter, de Rambé, s'excuse auprès de son équipe. Il se reproche de les avoir perdus alors qu'ils cherchaient leur cible. La silhouette encapuchonnée lisant un livre, Colfern, de Rambé, analyse leur situation. Il note que la communication magique est coupée, et que la forêt est un labyrinthe.
Il dit à Rack de ne pas se blâmer car ces anomalies étaient imprévisibles. Cole suggère qu'ils fassent un rapport à l'église après leur fuite. Leur conversation révèle que le maître de la guilde a disparu depuis 2 ans. Cole ajoute que des rumeurs disaient que l'église se méfiait de leur guilde avant sa disparition. Il y a 10 ans, le maître de la guilde Gone a fondé la guilde des Sans-Styles sur une philosophie d'égalité avec pour devise, pas de tromperie, pas d'abus, pas de mal. La guilde est devenue célèbre pour sa générosité et son unité. La croissance rapide de la guilde a attiré les soupçons de l'église. Il y a 2 ans, Gone a accepté une mission du pape dans la forêt du Marais et n'a jamais été revu. Ray Carter dit que sans le maître, la guilde s'est effondrée. Il remercie Nia et Cole d'être les seuls à avoir rejoint son équipe de recherche. Nia Ross dit humblement qu'elle doit tout à Gone. Sans sa guilde qui acceptait tout le monde, sa profession de niche l'aurait empêchée de devenir une aventurière. Cole, toujours en train de lire, remarque cyniquement que Nia peut contrôler les bêtes magiques et serait recherchée par d'autres guildes, donc elle n'a pas à s'inquiéter pour son avenir. En colère, Nia crie à Cole de se taire et d'aller dormir. Cole s'excuse rapidement, réalisant qu'il a touché un point sensible. Pendant ce temps, le Mixomycète peine à écouter depuis les buissons. Il ne capte que des mots comme guilde et église. Il réalise que s'informer sur la politique du monde humain est crucial pour sa survie. Il utilise sa capacité de métamorphose, étendant une vrille plate depuis le buisson sur le sol pour servir de récepteur sonore. Le Mixomycète écoute maintenant attentivement depuis l'herbe pendant que les aventuriers, sans se douter de rien, discutent. L'écoute clandestine est interrompue lorsque Cole, sans lever les yeux de son livre, annonce calmement qu'un monstre est à proximité. Le Mixomycète réalise qu'il a été détecté et panique. Avant qu'il ne puisse rétracter sa vrille, un pic de glace lancé par Cole jaillit du sol, empalant le membre. L'attaque est dévastatrice. Une notification système indique que l'effet de gel est super efficace, réduisant sa vitesse de 90% et le laissant tremblant. Désespéré, le Mixomycète traîne son membre gelé dans les buissons, laissant une traînée glacée. Cole dit à ses compagnons qu'il scène est occupé. Rack prépare son bouclier, demandant où est l'ennemi, tandis que Nia ordonne à son sanglier, petit dos d'acier, d'enquêter. Enveloppé dans la glace, le Mixomycète regarde avec horreur le sanglier se profiler au-dessus de lui. Petit dos d'acier renifle le Mixomycète gelé, se demandant si la masse jaune est comestible. Décidant que c'est une friandise glacée, le sanglier croque le Mixomycète qui hurle intérieurement en se faisant mâcher. Son œil s'écarquille de terreur. Il essaie de fuir, pensant que c'est la fin. Il est convaincu qu'il va mourir dans la gueule du sanglier. Alors qu'il se prépare à mourir, Nia crie au sanglier de ne pas manger l'étrange créature. Elle sermonne son animal de compagnie de ne pas tuer sans discernement. Considérant le Mixomycète comme un petit monstre inoffensif, elle ordonne au sanglier de le recracher. Obéissant à son ordre, le sanglier cuirassé recrache le Mixomycète dans un amas de salive. Nia attrape la créature collante et la porte à son visage. Avec une expression chaleureuse, elle dit qu'il lui semble familier et demande au petit monstre s'il veut passer un contrat avec elle. Submergé de joie, le Mixomycète la voit comme un ange. Il crie mentalement, oui, croyant qu'il a enfin trouvé un lien magique. Ray Carter l'interrompt, réprimandant Nia de s'amuser. Il dit qu'ils doivent économiser leur mana pour s'échapper de la forêt, pas le gaspiller sur un slim de bas niveau. Le Mixomycète essaie de crier qu'il est un Mixomycète, mais aucun son ne sort. Nia est d'accord et pose le Mixomycète sur l'herbe. Il réalise avec déception que les humains ne peuvent pas l'entendre. Refusant d'abandonner, il décide d'utiliser le langage corporel pour communiquer. Il contorsionne son corps jaune, étirant ses vrilles. Pour former des formes sur le sol, Nia fait remarquer le comportement étrange à Ra. Il forme fièrement des caractères chinois avec son corps, convaincu que cela prouvera son intelligence. Le plan se retourne contre lui. Rack interprète mal les caractères et demande si le slim est juste en train de faire ses besoins. Nia a l'air confuse, ne sachant pas ce qu'il fait. Frustré, il réalise que les humains de ce monde ne lisent ni ne parlent le chinois. Il renonce à communiquer, craignant qu'il ne le tue s'il agit de manière trop étrange. Il se console en se disant qu'au moins les humains existent ici, même s'il ne peut pas encore leur parler. Sous le clair de lune, le Mixomycète bondit par-dessus les hauts, s'éloignant des humains qu'il vient de rencontrer. En sécurité sur l'herbe, il se souvient de la menace magique. Il espère éviter la chouette spectrale car la surveillance magique est sa plus grande faiblesse. Il décide de tester une nouvelle compétence acquise lors de la bataille contre les guêpes. Activant la commande nucléaire, une grille numérique scannait ses environs. Ses sens deviennent un système de radar. La compétence émet des bips en balayant la zone à la recherche de signaux. La grille bleue s'étend à travers les arbres, cartographiant la forêt sombre. Sur un rocher, le Mixomycète attend que le scan trouve les clones qu'il a laissés derrière lui. Le système se verrouille sur une cible. Il sent un corps divisé, réalisant que la commande nucléaire suit les morceaux de lui-même. Il se précipite à travers la forêt en suivant le signal pour récupérer sa masse perdue. Le signal devient plus fort, le menant à une grande masse jaune brillante près d'une bûche tombée. Le Mixomycète est choqué. Le clone est devenu énorme tout seul, et il se demande quelle quantité il a décomposé. Il active la récupération et fusionne avec le clone géant, absorbant ses nutriments. Le système annonce un gain énorme en expérience et en points de vie.
Plein d'énergie, il bondit vers le signal suivant pour continuer sa récolte. Il trouve et absorbe un autre clone. Sa résistance au poison passe au niveau 8. L'expérience combinée le fait monter au niveau 22. Le Mixomycète atterrit sur l'herbe, impatient de continuer à récolter de l'expérience. Il active de nouveau la commande nucléaire, mais le signal est faible et émet des bips ténus. Confus, il se demande pourquoi le signal a baissé et cherche frénétiquement la source. En scannant la zone, il repère un mouvement près de champignons et réalise que sa cible est là. À sa grande horreur, un escargot acide est en train de dévorer son clone. Enragé, le Mixomycète hurle sur la créature et tire un jet de cytoplasme, la touchant. L'attaque repousse l'ennemi, laissant le clone tremblant. Il agit comme si le clone était un enfant harcelé et promet de le réconforter. Il s'approche de la parcelle de champignons pour récupérer ce qui reste de sa masse. Soudain, une tache rouge rapide frappe Deno, écrasant les champignons. Une longue langue collante attrape le Mixomycète, volant le clone juste devant lui. Le coupable est une grosse grenouille verte qui avale le clone avec un coassement satisfait. Le Mixomycète regarde, choqué, la grenouille rôtée. Ses points d'expérience ont disparu. Son choc se transforme en fureur. Avec un regard furieux, il jure que cette maudite grenouille paiera pour avoir mangé son clone. Le Mixomycète déclenche un barrage plasmodial, tirant un projectile sur le voleur. La grenouille verte de la forêt remarque l'attaque. Le tir frappe la grenouille au visage avec une grande force, la projetant en arrière. En voyant la grenouille tomber, le Mixomycète ricane, se vantant d'être maintenant assez fort pour combattre un oiseau de terreur à queue de serpent. Cependant, sa confiance se transforme en confusion. À sa grande surprise, la grenouille n'est pas vaincue. Elle ouvre la bouche et attrape le projectile sans être blessée. Avant qu'il ne puisse tirer à nouveau, la grenouille saute très haut dans les airs. Il plonge dans la rivière avec un éclaboussement, s'échappant dans les eaux profondes. Le Mixomycète se précipite au bord du rocher, criant que la grenouille ne peut pas s'échapper. La tête de la grenouille sort de l'eau, et elle coasse, se moquant de lui en toute sécurité. Refusant de la laisser s'échapper, le Mixomycète tire une volée de projectiles dans les eaux. Ses attaques sont inutiles. Les projectiles heurtent la surface de l'eau et perdent leur élan, éclaboussant sans danger. Le Mixomycète arrête de tirer, frustré. Il réalise qu'il est impuissant tant que la grenouille est sous les eaux. La grenouille verte de la forêt bondit soudainement hors de la rivière. Le Mixomycète observe, déduisant que la grenouille avait besoin d'air. Il déclare que cette vulnérabilité signifie qu'elle est morte, mais la grenouille ne fait pas que respirer. Elle prend appui sur la surface de l'eau pour prendre de l'élan. Elle utilise la libération de puissance, se propulsant vers le rivage comme une fusée, la bouche ouverte. Le Mixomycète esquive de justesse alors que la grenouille s'écrase sur le rocher où il se tenait. Pendant que la grenouille récupère, le Mixomycète lui tire un barrage plasmodial durci de pierre. Le tir frappe l'œil de la grenouille avec précision. Alors que le projectile la touche, le Mixomycète se retire rapidement dans un arbre pour se mettre en sécurité. En sécurité sur une branche, il réalise que la grenouille l'a attiré vers les hauts. Il admet être devenu trop arrogant après la grande victoire et doit rester humble, car un chasseur peut devenir une proie. En bas, la grenouille se serre l'œil qui saigne, blessée et enragée. Elle regarde l'arbre avec fureur et coasse furieusement. Ignorant la douleur, la grenouille bondit vers la branche. Le Mixomycète panique en réalisant qu'il n'a plus de munitions en pierre. Il attaque quand même, tirant des projectiles de slime liquide. La grenouille ouvre la bouche. Au lieu d'être blessée, la grenouille attrape et mange chaque projectile de slime en plein vol. Le Mixomycète regarde avec choc et peur, réalisant que ses attaques ne font que nourrir le monstre. La grenouille ignore sa blessure et grimpe à l'arbre pour chasser sa proie. Il réalise le danger trop tard alors que la bouche de la grenouille s'ouvre. Une longue langue collante jaillit. La langue percute le Mixomycète, s'agrippant fermement. Un tir à la corde commence. Le Mixomycète s'accroche à une branche tandis que la lourde grenouille le tire vers le bas avec une grande force. La tension est trop forte. La branche craque sous leur poids combiné. La branche se casse, et le Mixomycète tombe. Il tient le bois cassé, terrifié pendant sa descente. En bas, la grenouille attend la bouche ouverte, prête à l'avaler tout entier. En une fraction de seconde, il utilise l'élan inverse. Il s'enroule autour de la branche cassée, pointant l'extrémité acérée vers le bas. Il enfonce la lance dans la bouche de la grenouille en criant « Mange ça ». Le bois empale le cerveau de la grenouille. Le coup projette la grenouille en arrière. Elle tombe de l'arbre en giclant du sang, tandis que le Mixomycète reste en sécurité. La grenouille morte s'écrase dans les eaux avec un éclaboussement, mettant fin à la bataille. Le Mixomycète s'accroche au tronc, soulagé que la dangereuse bataille soit terminée. En bas, le corps sans vie de la grenouille s'enfonce dans les eaux, la teintant de rouge sang. Le cadavre sombre dans les profondeurs troubles, disparu pour de bon. Depuis l'arbre, le Mixomycète regarde en bas avec regret. C'est dommage que le corps soit dans les eaux, car il ne peut pas le décomposer pour de l'expérience. Soudain, Léo se met à bouillonner. Deux yeux menaçants et lumineux apparaissent dans les profondeurs, le regardant fixement. Un rayon de lumière jaillit de Léo. Le Mixomycète panique alors que l'explosion fend l'air à côté de lui. L'attaque frappe le tronc de l'arbre, le tranchant avec une puissance terrifiante. L'explosion envoie l'arbre et le Mixomycète hurlant dans le ciel nocturne.
L'ennemi révèle sa nouvelle forme. C'est maintenant une entité pâle et lumineuse aux yeux rouges, activant la chute sanctifiée. Le Mixomycète est déconcerté par la transformation soudaine de son ennemi, criant de confusion sur la façon dont une grenouille morte a pu revivre avec une telle puissance. La grenouille sanctifiée s'extirpe de l'arbre brisé, ses yeux rouges fixant avec haine le Mixomycète alors qu'elle se prépare à le tuer. Soudain, les excroissances sur les yeux de la grenouille éclatent, projetant du sang à haute pression sur le slime comme des rayons laser. Le Mixomycète esquive de justesse l'attaque alors que le sang corrosif frappe l'arbre où il se tenait juste avant. Réalisant qu'il est surclassé, le Mixomycète projette un jet de slime vers le haut pour attraper une branche élevée. Il se balance rapidement d'arbre en arbre, essayant de mettre de la distance entre lui et le monstre. Pendant qu'il s'échappe, il analyse la situation. Il sait qu'un Mixomycète sage bat en retraite, mais il est perplexe quant à la raison pour laquelle ce monstre faible a une troisième forme alors que d'autres ont été facilement mangés. Trouvant cela suspect, il décide que la fuite est sa seule option. Cependant, la grenouille sanctifiée refuse de le laisser s'échapper, rugissant alors qu'elle le prend en chasse à une vitesse surnaturelle. Utilisant sa langue collante, la grenouille se balance dans les airs, imitant parfaitement les mouvements du Mixomycète et se rapprochant. La grenouille s'arrête, essuyant le sang de sa bouche, son corps brillant d'une lumière sinistre alors qu'elle charge une nouvelle attaque. Elle déchaîne le fouet sanguin, un fouet de sang solidifié qui fend l'air, sectionnant le tentacule du Mixomycète et infligeant 199 points de dégâts. Le Mixomycète tombe alors qu'une alerte système l'avertit qu'un objet étranger l'a envahi. Il panique, réalisant que le sang de la grenouille est si toxique que sa résistance au poison de niveau 8 ne peut l'arrêter. La grenouille sanctifiée continue son attaque, plongeant vers le bas tout en activant une compétence appelée coup de langue. Sa longue langue rouge s'enjaillit comme un harpon, s'enroulant autour du Mixomycète et le tirant vers le bas. Bien qu'il soit attrapé, le Mixomycète est arrogant. Il se moque de ne subir qu'un seul point de dégâts, confiant que les attaques physiques sont inutiles contre sa forme liquide. Sa confiance se transforme en terreur lorsqu'il atteint la rivière. Il réalise qu'il a été entraîné dans sa faiblesse fatale, l'eau douce. Une alerte rouge l'avertit que la pression osmotique de ses cellules est critique, et qu'il doit partir ou mourir. Avant qu'il ne puisse réagir, la grenouille sanctifiée fonce, ses mâchoires massives grandes ouvertes. La grenouille referme sa bouche d'un coup sec, avalant le Mixomycète tout entier. La forêt devient silencieuse alors que la grenouille sanctifiée flotte sur les hauts, l'air satisfaite. Cependant, la bouche de la grenouille se gonfle et a des spasmes. Le Mixomycète est vivant, luttant à l'intérieur pour éviter d'être avalé. La grenouille serre plus fort ses mâchoires, le forçant à descendre dans sa gorge. À l'intérieur de l'estomac, le Mixomycète est submergé dans l'acide gastrique. Il regarde avec horreur sa santé fondre, subissant 33 points de dégâts par seconde. Piégé dans l'obscurité, le Mixomycète panique. Il essaie de s'échapper en éjectant son noyau, mais il est trop épuisé par la lutte et désespère car il ne peut pas utiliser sa compétence de division. À la surface, la grenouille sanctifiée coasse triomphalement et éclabousse, croyant avoir digéré son ennemi. Piégé et en train d'être digéré, le Mixomycète réalise qu'il doit prendre un risque désespéré. Au lieu de lutter contre Léo qui l'affaiblit, il y plonge plus profondément. Il déclenche intentionnellement sa faiblesse liée à la pression osmotique. En absorbant Léo, son corps se dilate rapidement à l'intérieur de la gorge de la grenouille. La grenouille sanctifiée panique et se serre la gorge, réalisant que quelque chose ne va pas alors que son cou se gonfle de manière anormale. Le Mixomycète continue de se dilater pour remplir la bouche et la gorge de la grenouille, jurant d'étouffer le monstre en devenant trop grand pour qu'il puisse le contenir. La grenouille coasse de détresse, ses yeux exorbités alors que le slime force ses mâchoires à s'ouvrir. Pour survivre aux dégâts pendant son expansion, le Mixomycète consomme tout le miel de son monstre frelon, guérissant rapidement 400 PV à chaque dose pour alimenter sa croissance. Avec sa santé qui se régénère constamment, le Mixomycète devient énorme, étirant le corps de la grenouille à sa limite. La pression devient trop forte, et dans une explosion massive, la grenouille sanctifiée éclate de l'intérieur. Le sang et les entrailles se dispersent sur les hauts alors que l'expansion du Mixomycète détruit complètement son ennemi. Victorieux, le Mixomycète flotte sur la rivière, telle une montagne massive de bave. Le système lui notifie qu'il a vaincu le monstre et gagné des XP. En survivant au sang toxique, il a également obtenu un nouvel anticorps. Après sa victoire explosive, le Mixomycète flotte parmi les arbres du marécage, telle une immense montagne de bave verte. Il regarde son nouveau corps massif, stupéfait par sa taille. Une fenêtre de statue affiche sa nouvelle compétence passive, régulation de la pression osmotique max. Ses PV ont grimpé à 11 170, bien au-dessus de son maximum de 924, mais un minuteur l'avertit que la santé excédentaire disparaîtra dans une heure. Il analyse sa nouvelle forme, réalisant que sa taille lui permet de flotter comme un iceberg. La partie inférieure de son corps absorbe les hauts, mais son énorme volume lui permet de réguler la pression en toute sécurité. Il note que cette immunité à l'eau est un avantage inattendu de son pari désespéré. Cependant, il panique en voyant le minuteur. Il est horrifié que ses 10 000 points de vie supplémentaires, qui le rendent presque invincible, disparaissent si tôt. Son expression devient sérieuse et avide.
Puisqu'il a utilisé tout son précieux miel pour atteindre cette forme, il doit utiliser ce pouvoir temporaire pour obtenir un bon retour sur investissement. Il rit de manière maniaque, s'imaginant comme un Kaiju inarrêtable. Il a une excellente idée tirée du jeu de la boule collante, et prévoit de rouler à travers la forêt en ramassant tout. Dans sa forme massive, le Mixomi-7 roule à travers la forêt inondée tel un désastre. Alors qu'il engloutit la végétation, des notifications du système apparaissent, confirmant la décomposition et lui octroyant des points d'expérience. Il déferle à travers les arbres, utilisant sa masse pour farmer efficacement les ressources avant l'expiration de son temps. Au fond de l'éau, des poissons nagent paisiblement parmi les racines. Soudain, le Mixomi-7 s'écrase dans l'éau, dispersant les poissons. La chasse est frustrante. Bien qu'immunisé à la pression, la résistance de Léo le rend trop lent, et les poissons agiles ne valent pas l'effort de les attraper. Décidant que Léo est une perte de temps, il se dirige vers la terre ferme. Il traîne son corps massif hors de la rivière, sur la rive. Non loin de là, il repère une grappe de champignons près d'un arbre. Il s'écoule sur eux, absorbant instantanément les champignons. Laissant une traînée vide, il s'enfonce plus loin dans les terres. Plus loin, deux petites créatures ressemblant à des loutres se tiennent sur l'herbe avec un poisson qu'elles viennent d'attraper. L'imposant Mixomi-7 surplombe les petits animaux, leur lançant un salut et projetant une ombre terrifiante. Avant qu'ils ne puissent réagir, il se jette sur eux, s'écrasant avec son corps collant. Il ne les mange pas. En s'éloignant, il annonce sans ménagement qu'il leur prend leurs poissons et les laisse derrière. Les deux loutres sont assises dans la terre, couvertes de bave vertes, regardant avec un choc traumatisant leur dîner se faire voler. Roulant à travers la forêt, le Mixomi-7 rationalise son vol. Il se dit qu'épargner les mignonnes loutres et ne prendre que leur nourriture prouve qu'il a encore une âme humaine miséricordieuse. Son monologue est interrompu lorsqu'il aperçoit un écureuil tenant une noix, dont les oreilles et la queue sont parées de flammes magiques. Furieux contre l'intrus, le corps de l'écureuil s'embrase d'un feu intense. Acrobatiquement, l'écureuil fait le poirier et libère une boule de feu de sa queue, projetant une colonne de flammes sur le Mixomi-7. L'attaque est super efficace. Le Mixomi-7 panique en voyant apparaître des marqueurs de dégâts, réalisant que la magie du feu est une dangereuse faiblesse malgré sa taille. Cependant, la différence de taille est trop grande. Le Mixomi-7 le surplombe, avertissant la petite créature de ne pas le blâmer, car c'est elle qui a attaqué en premier. Il abat son corps vers massif sur l'écureuil, plaisantant qu'il est interdit de jouer avec le feu dans la forêt. Lorsqu'il soulève son corps, il ne reste plus qu'un squelette impeccable. Le système confirme la défaite et la décomposition, lui octroyant des points d'expérience. Plus profondément dans la forêt, de violents impacts résonnent à travers les arbres. Un grand lézard musclé est projeté en l'air, s'écrasant lourdement au sol. Son adversaire est un monstre arbre animé avec un cristal brillant dans sa poitrine, agitant agressivement ses bras branches. Le lézard se rétablit, sa gorge se gonflant alors qu'il se prépare à contre-attaquer. Il libère un puissant jet de liquide de sa bouche. Le crachat d'acide atteint le monstre arbre, éclaboussant son corps. L'acide grésille et brûle, faisant fondre l'écorce et la chair du monstre arbre qui se tord de douleur. Malgré son corps qui fond, le monstre arbre possède un mécanisme de survie. Une graine lumineuse jaillit de sa forme mourante, atterrissant en sécurité dans une souche creuse. Puisant l'énergie de la terre, la souche se régénère instantanément, restaurant le monstre arbre. Frustré, le lézard grogne en voyant son ennemi revenir. Activant la charge sauvage, il fonce en avant à une vitesse incroyable pour terminer le combat. Le monstre arbre étend ses branches comme des lances pour l'intercepter, mais le lézard est agile, esquivant les coups tout en se rapprochant. Le lézard s'approche, prêt à mordre, mais le monstre arbre est plus rapide. Une branche acérée s'enroule autour du bras du lézard, perçant ses écailles robustes. Soudain, d'étranges bourgeons blancs germent rapidement le long de la branche qui retient le lézard. Un bourgeon éclot en une fleur sinistre devant le visage du lézard. Le lézard fixe la fleur, son œil reflétant les pétales. L'attaque est une infection parasitaire. Des tumeurs rouges jaillissent instantanément de la pupille du lézard. L'infection est immédiate. L'œil du lézard explose dans une gerbe de sang, l'aveuglant tandis qu'il hurle d'agonie. Le monstre arbre assène un coup violent, écrasant sa branche sur le lézard alors qu'il est encore sous le choc. La force du coup projette la bête, qui s'écrase violemment sur le sol rocheux. Aveuglé et malmené, le lézard refuse d'abandonner, se remettant sur ses pattes. Pour compenser sa vue perdue, le lézard active la vision thermique, lui permettant de détecter les signatures de chaleur. Utilisant ce sens, le lézard détecte les attaques. Il perçoit les branches comme des traînées de chaleur lumineuse et les esquive avec agilité. Le lézard saute haut dans les airs, planant au-dessus de son ennemi. Il se recroqueville et tourne rapidement, se transformant en un projectile tournoyant. Déchaînant sa queue acérée, il utilise l'élan de sa rotation pour un puissant coup tranchant vers le bas. L'attaque atterrit avec une force considérable, projetant le lézard directement à travers le monstre arbre. La créature est détruite, réduite en copeaux de bois et en pulpe verte alors que son noyau se brise. Le lézard rugit de triomphe sur son ennemi, de la salive et du sang jaillissant de sa bouche. Mais la victoire est douloureuse. La bête gémit alors que la fleur parasite éclot de son orbite, ses racines s'enfonçant plus profondément dans sa chair. Le lézard infecté se tient là, aveugle, la fleur éclose dans son orbite.
Soudain, le Myxomycète massif dévale une colline, projetant une ombre géante sur la bête mourante. Sans pitié, le Myxomycète roule sur le lézard, l'écrasant de son poids et l'absorbant. Une notification du système alerte le Myxomycète de la présence d'un corps étranger, mais ses anticorps l'ont neutralisé, lui octroyant de l'expérience pour la décomposition. Le Myxomycète est brièvement confus par l'avertissement de corps étranger. L'ignorant, il se concentre sur le fait de manger autant que possible avant la fin du temps imparti. Cependant, alors qu'il aplatit la forêt, il remarque quelque chose d'étrange. Il a roulé sur des centaines d'hectares, pourtant la forêt reste incroyablement dense, comme s'il n'avait laissé aucune marque. Soudain, le sol tremble violemment sous lui. Un pilier massif d'énergie sombre jaillit d'une montagne lointaine, s'élevant dans le ciel nocturne. Des motifs géométriques magiques remplissent le ciel alors que l'énergie perce les nuages. Le Myxomycète observe, confus. Il se demande s'il hallucine car malgré le spectacle grandiose dans le ciel, il n'y a absolument aucun son. Avant qu'il ne puisse comprendre, son temps imparti expire. Un message système supprime ses PV excédentaires, et son corps géant éclate en fumée. Il rétrécit instantanément, retrouvant sa petite forme hérissée d'origine sur l'herbe. Après avoir rétréci, le Slim vérifie son statut. Il est choqué de voir qu'il a atteint le niveau 49, obtenu le succès de seigneur des créatures faibles, et que ses PV sont de près de 3000. Il s'émerveille de l'augmentation de ses statistiques, mais une notification du système lui gâte son humeur. Elle l'avertit que la surcharge nutritionnelle est terminée. La prochaine exigence est 5 fois plus élevée, et il ne gagnera pas des XP pendant 1 heure. Dans le cratère laissé par sa forme géante, il se demande cyniquement si son nouveau titre fait de lui le chef de la maternelle. Nauséeux d'avoir trop mangé, il ouvre son inventaire et le trouve rempli de camelotes comme des pierres, du bois et des os. Il sait qu'il doit le vider immédiatement. Son corps se convulse alors qu'il vomit un énorme tas d'objets, vidant son inventaire sur le sol de la forêt. Il gît, dégonflé, à côté du tas de débris. Il se sent plus léger mais s'ennuie et ne sait pas quoi faire puisqu'il ne peut pas gagner des XP pendant 1 heure. Soudain, une notification apparaît. Au niveau 60, il pourra choisir entre un changement de classe ou une évolution. Le Slim est ravi, réalisant que c'est le chemin pour devenir vraiment fort. Il théorise que le mimétisme est la clé du changement de classe et spécule que l'évolution est un changement qualitatif, comme un animal acquérant une intelligence humaine. Son imagination s'emballe, il se voit en puissant mage Slim. Il rit, rêvant qu'il pourrait apprendre la magie et dominer le monde sous cette forme. Le bruit d'elfant dans l'air interrompt son fantasme. Il lève les yeux et voit 3 silhouettes rapides voler à travers les arbres. Il identifie immédiatement la menace, une escouade de 3 guêpes mages armés. Le Slim lève les yeux, nerveux. Il les reconnaît comme les frelons magiciens qu'il a combattus auparavant et sait qu'en affronter 3 à la fois est un sérieux problème. Curieux de savoir où va l'escouade, il décide de la suivre. Il saute dans les airs, suivant les insectes à travers la forêt. Il garde ses distances, sautant d'arbre en suivant les 3 guêpes mages plus profondément dans les bois. Il atteint une clairière et est stupéfait. Le sol de la forêt est couvert d'innombrables ruches reliées par des ponts organiques, formant une immense cité d'insectes. Caché dans l'herbe, le Slim s'émerveille de l'ampleur de la colonie. Il se demande si cette structure interconnectée est une forme évoluée de l'essaim. Les 3 guêpes mages volent vers la colonie, rejoignant des milliers d'autres qui bourdonnent. Soudain, une énorme patte griffue s'abat, écrasant instantanément une ruche. Un oiseau colossal, un oiseau terreur à queue de serpent, se tient dans les décombres. C'est comme celui qu'il a vu lors de sa première renaissance, mais avec des plumes bleu pâle. Il ignore les guêpes et déchire les ruches. Avec un regard étrange mais terrifiant, l'oiseau éventre la ruche et mange avidement les larves à l'intérieur. Depuis sa cachette, le Slim transpire. Il reconnaît l'espèce et se souvient comment la version rouge l'avait terrifié au point de lui faire perdre sa volonté de vivre, bien que cette version bleue semble différente. La colonie riposte. Des milliers de guêpes soldats lancent une attaque en piqué coordonnée sur le prédateur géant sous tous les angles, mais l'oiseau est lourdement blindé. Une guêpe se pose et essaie de piquer, mais son attaque ne peut pénétrer les plumes épaisses. D'autres guêpes attaquent la tête de serpent sur sa queue, mais leurs dards rebondissent sur les écailles dures. Les attaques physiques sont inutiles. Changeant de tactique, l'essaim couvre tout le corps de l'oiseau d'une couverture vivante d'insectes essayant de l'étouffer ou de le surchauffer, mais l'oiseau est trop fort. Il secoue son corps massif, projetant des milliers de guêpes comme de la poussière. Les attaques physiques échouant, les 3 guêpes mages entrent dans le combat. Elles planent au-dessus de l'oiseau, activent leur cercle magique et invoquent des dizaines de boules de feu dirigées contre lui. Les guêpes mages commencent le bombardement, faisant pleuvoir un torrent de boules de feu depuis leur cercle magique pour incinérer l'intrus. Le sol de la forêt est englouti par les flammes lorsque les projectiles frappent, créant des explosions assourdissantes qui font trembler le sol. Protégé par un rocher, le Slim tremble devant la puissance destructrice, notant que cette magie est bien plus forte que celle de la ruche qu'il a détruite. Cependant, l'attaque ne blesse pas la bête. L'oiseau terreur à queue de serpent bleu absorbe les flammes, ses plumes passant du bleu pâle au cramoisi brûlant alors qu'il consume la magie. Complètement chargé par la magie, l'oiseau, maintenant sous sa forme rouge, penche la tête en arrière et pousse un cri terrifiant. Son œil se concentre sur les insectes volant avec une intention mortelle,
montrant que leur attaque ne l'a rendu que plus fort. Les trois guêpes mages se figent en l'air, leur agression se transformant en choc lorsqu'elles réalisent que leur plus forte attaque a échoué. Avec une vitesse aveuglante, l'oiseau fouette sa queue de serpent massive, fracassant les ruches comme du papier pour atteindre la proie à l'intérieur. La tête de serpent sur sa queue utilise la vision thermique, trouvant facilement les signatures de chaleur des insectes cachés dans les ruines. Guidé par la chaleur, le serpent se jette avec précision, attrapant une guêpe en défense dans ses mâchoires. Le serpent écrase sans pitié l'insecte, le déchiquetant instantanément. Les insectes morts pleuvent du ciel alors que l'essaim s'effondre. Depuis sa cachette, le slime réalise que l'oiseau a intentionnellement absorbé le feu pour se renforcer et a ciblé la reine, prouvant sa grande intelligence. Il décide d'attendre et de récupérer les cadavres après son départ. Soudain, l'aile de l'oiseau se fige. Quelques instants plus tard, des aventuriers humains arrivent, attirés par l'explosion. Colfern remarque la réaction magique, et Naya Ross identifie la créature comme un héron-serpent. Ray Carter s'avance, bouclier levé, avertissant que le monstre est déjà au niveau seigneur. De derrière un rocher, le slime observe la scène chaotique. Il reconnaît les aventuriers d'avant et réalise qu'il prévoit de chasser l'oiseau terrifiant. L'aile gelée du héron-serpent se réchauffe, et la glace autour d'elle fond rapidement. D'un coup puissant, l'oiseau brise la glace, libérant son aile. Face à la créature, Ray Carter ordonne à Colfern de préparer un puissant sort de glace pour terminer le combat, promettant de lui faire gagner du temps. Colfern sourit avec confiance, son bâton brillant de magie. Il accepte, garantissant qu'il tuera le monstre en un seul coup. Le héron-serpent frappe, sa griffe massive descendant à une vitesse incroyable. Ray Carter s'avance et bloque l'attaque avec son bouclier pour protéger le mage. Le guerrier lutte sous le poids immense de l'oiseau, tremblant alors qu'il tient bon. En sueur, Ray Carter réalise que cet adversaire est plus fort que prévu. Il en déduit qu'il a évolué après la disparition des autres monstres de la forêt. Il active une compétence appelée contre-bouclier, balançant son bouclier vers le haut avec une force explosive pour repousser la créature. Le coup fait reculer le héron-serpent, créant un espace entre lui et le groupe. Cependant, l'impact est trop violent pour son bouclier. Il se brise, laissant Ray Carter sans défense. La tête de serpent rouge sur sa queue se jette sur Ray Carter, mâchoires ouvertes. Voyant le danger, Naya Ross ordonne à son sanglier blindé, petit dos d'acier, de charger et de tacler le monstre. Ray Carter évite de justesse les mâchoires claquantes, transpirant en réalisant qu'il l'a échappé belle. La pression combinée des aventuriers force le héron-serpent à reculer, mais le monstre nain n'a pas fini. De la fumée s'échappe de son bec alors que sa gorge lui, signalant une accumulation magique. L'oiseau libère l'énergie absorbée, crachant un énorme torrent de flammes. Les flammes forment un pseudo-souffle de dragon. Colfern reconnaît la magie de haut niveau et crie un avertissement qu'il ont des ennuis. Colfern réagit instantanément, frappant son bâton dans le cercle magique et criant qu'ils doivent se défendre. Un énorme mur de glace, la barrière glaciaire, s'élève du sol. Nia, Rak et Cole s'accroupissent derrière, espérant qu'ils tiennent. Le pseudo-souffle de dragon frappe la barrière glaciaire, et le choc du feu et de la glace divise le champ de bataille. L'onde de choc dévaste la forêt. Caché derrière un rocher, le slime tremble, sachant qu'il ne serait que de la chair à canon dans ce combat de haut niveau. La barrière glaciaire lutte contre la chaleur intense, et la glace fond rapidement. Colfern crie en mettant toute son énergie dans le sort, mais l'écart de puissance est trop grand. Le mur de glace se brise, projetant des éclats de cristal bleu partout. La fumée se dissipe, révélant un chemin calciné. Les aventuriers sont à découvert mais vivants, car la barrière a encaissé la majeure partie du coup. Derrière un rocher, le slime tremble. Il est impressionné par la puissance de la magie de haut niveau et déplore sa propre faiblesse. Furieux et épuisé, Colfern maudit son incantation gâchée. Il dit à l'équipe qu'il ne pourra pas réutiliser de magie de haut niveau avant un certain temps. Ray Carter prend le commandement, criant à Nia de fournir un tir de couverture avec sa bête pendant qu'il prépare une contre-attaque. Nia accepte. Le sanglier de Nia, petit dos d'acier, utilise dos épineux, lançant des piquants acérés sur l'ennemi. Le héron-serpent utilise ses ailes pour bloquer les piquants, perdant momentanément de vue le guerrier. Saisissant l'opportunité, Ray Carter active Libération de puissance, maximisant sa force physique. Il bondit dans le ciel nocturne, créant des ondes de choc alors qu'il s'élève au-dessus du champ de bataille. Le héron-serpent baisse ses ailes et lève les yeux, son œil s'écarquillant en voyant l'humain piquer vers lui. Ray Carter descend rapidement, activant marteau météore alors que sa masse brille d'énergie. Il balance l'arme lourde de toutes ses forces, visant le monstre. L'impact dévastateur plaque le héron-serpent au sol, et l'oiseau géant s'effondre. La masse écrase le crâne de l'oiseau, projetant du sang et tuant instantanément le monstre de niveau seigneur. Respirant lourdement, Ray Carter se tient au-dessus du cadavre de la bête et déclare la bataille terminée. Colfern fait l'éloge de Ray, notant que le serpentaire serpent vaincu était aussi fort qu'une bête magique de haut niveau. Caché derrière un rocher, le slime analyse le combat. Impressionné par leur travail d'équipe, il décide que sa meilleure chance de survie est de s'accrocher à un humain. Ray Carter ordonne à Nia de s'approcher du cadavre et de lire ses souvenirs pour trouver des indices sur le maître de guilde disparu. Cependant, la menace n'est pas écartée.
Alors que Rak se tient près de la carcasse, la tête de serpent rouge sur sa queue bondit et lui mord l'épaule. Au même moment, la tête principale de l'oiseau, qui semblait écrasée et sans vie, ouvre soudainement les yeux pour lancer une dernière embuscade. Réagissant à l'embuscade, un sort de pic de glace transperce la tête de serpent rouge, la tuant sur le coup. Le lanceur de sort est Colfern. Il crie que le serpent a un venin pétrifiant et dit à Nia de donner une potion de purification au capitaine. Nia débouche frénétiquement une potion de purification, exhortant Rak à la boire immédiatement. Rak verse le liquide vert brillant dans sa bouche, espérant contrer le venin, mais la tentative échoue. Rak hurle d'agonie alors que du sang coule de ses yeux. Sa gorge est déjà pétrifiée, l'empêchant d'avaler. La bouteille de potion se brise alors que le guerrier tombe à genoux. Sa peau devient grise et se fissure tandis que la pétrification le consume. Nia tremble, tendant la main vers la statue de son chef et l'appelant par son nom avec désespoir, tandis que son sanglier regarde, confus. Cole réalise que la situation est désespérée et crie à Nia qu'il doit fuir immédiatement pour survivre. Nia se fige, les yeux remplis de larmes, alors qu'elle hésite à abandonner le corps du capitaine. Cole force la retraite. Il s'échappe à toute vitesse, Cole expliquant que le monstre a absorbé l'énergie vitale de Rak pour guérir et qu'il se rétablira bientôt. Derrière eux, le héron serpent regarde les survivants disparaître dans la forêt sombre. La tête du monstre, maintenant guérie par la force vitale volée, regarde d'un air menaçant et émet un son étrange, affirmant sa domination.